Clément, est-ce que tu peux me parler, on rentrera après dans le vif du sujet, mais peut-être qu'on va y arriver directement. Est-ce que tu peux me parler de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? On se connaît pas très bien. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence l'entretien, enfin la discussion, je devrais Ouais. dire. T'es mon premier invité sur Principes fondamentaux que je connais aussi peu. Ouais. Les auditeurs vont apprendre en même temps que moi. Donc vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Parle-moi un peu de ton métier, de ce que tu fais, je suppose ta passion. Bah, ouais, ouais, bah, j'ai 21 ans du coup, donc j'ai commencé moi la cuisine, à l'âge de 15 ans. J'ai commencé en alternance, donc j'ai fait un bac pro moi dans une école, à Paris. J'ai fait un bac pro sur 3 ans, donc en alternance, c'est-à-dire 15 jours à l'école, 15 jours, en entreprise. Et pendant ces 3 ans, du coup, j'ai appris un peu toutes les bases, de la gastronomie française, vraiment les fondamentaux du coup de la cuisine. Et après, au terme de ces 3 ans, j'avais rencontré, au cours de mes 3 ans, un chef qui, a pris une place de chef dans un restaurant étoilé, à Chantilly. Du coup, je l'ai un peu suivi, on s'était recontacté, on était resté en contact. Et du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir aller travailler 1 an dans un restaurant étoilé à Chantilly. À la suite de ça, le chef est parti, le projet a un peu changé, dans l'hôtel, etc. Du coup, j'avais encore un contact qui était à l'époque mon sous-chef et qui a pris également encore une place de chef dans un bistrot à Paris. Je sais pas si c'est très clair, mais normalement, ça doit être assez clair. Si après j'aurai des Euh, questions, mais pour le moment ça va. ouais, bon bah alors on continue comme ça. Du coup, mon ancien sous-chef qui a pris une place de chef dans un bistrot à Paris m'a recontacté. À ce moment-là, j'ai pris une place moi de sous-chef, dans ce bistrot un peu bistronomique dans Paris, pendant 1 an également. Et au terme de ces 1 an est arrivé un peu la pandémie du Covid. Et même avant ça, j'étais dans un restaurant qui était un peu en manque d'argent. Et du coup, vu que j'avais un salaire quand même assez élevé pour le restaurant, d'un commun d'accord, j'ai quitté le restaurant et cherché un autre projet. Et j'avais envie un peu de sortir à chaque fois, aller dans un restaurant avec quelqu'un que je connais, tout ça. Du coup, j'ai voulu vraiment chercher par moi-même, un nouveau projet, des nouveaux contacts, me refaire un peu une base de contacts neuve, entre guillemets. Et du coup, j'ai posé des CV un peu partout sur Internet, comme on peut faire, classiquement pour trouver un travail. Et j'ai été recontacté par un grand groupe, alimentaire qui a plusieurs filiales. Et moi, j'ai été intéressé par le côté club de direction. Donc, ça veut dire que c'est des salles à manger privées, en fait, pour des grands patrons d'entreprise. C'est vraiment à part. C'est pas, on est considéré dans la restauration collective parce que l'entreprise, est une entreprise à base de restauration collective. Donc, ça veut dire self, école, hôpitaux, prisons, etc. Mais ils ont une filiale un peu prestige qui gère les salles à manger de direction, les clubs de direction, donc pour les grands patrons. Et c'est là, du coup, où je travaille, moi, depuis janvier 2020, donc janvier là, il y a 1 an. Et j'ai été arrêté 6 mois, donc à cause de la pandémie, comme beaucoup de monde, je suis resté au chômage partiel pendant 6 mois. Donc 6 mois, c'est très très long quand on a l'habitude de travailler énormément, de faire beaucoup d'heures, de pas compter ses heures, tout ça. Quand d'un coup on nous dit bon bah vous allez rester chez vous, puis on sait pas trop quand est-ce que ça va reprendre. Et du coup j'ai recommencé à bosser le 1er octobre. Et depuis, du coup, je suis toujours là-bas et ça se passe plutôt très bien. Voilà pour la présentation un peu globale. Bon, super, super. Donc, et aujourd'hui, à un moment, tu m'as parlé, je vais revenir dessus, mais tu m'as parlé que tu étais sous-chef dans ce restaurant à Paris. Ouais. Aujourd'hui, tu as toujours un titre ou comment Ouais, j'ai ça? toujours, pardon, j'ai pas précisé, j'ai gardé une place de sous-chef. Je suis passé de sous-chef en bistrot à sous-chef d'un club de direction. J'ai toujours ce poste. Alors après, c'est vrai que là où je suis, il se trouve que je travaille avec un chef qui est un peu le chef référent de tous les autres sites. Et du coup, il a des moments où il est obligé d'être absent. Donc, en l'absence du chef, bah, c'est moi qui reprends la cuisine et qui, avec des extras, d'autres personnes qui viennent en renfort, c'est moi du coup qui à ce moment-là prend la place du chef entre guillemets, qui du coup s'occupe de gérer la cuisine en son absence en fait. C'est un peu la définition du poste de sous-chef. Ça veut dire qu'il est en dessous le chef sur le papier, mais dès que le chef est absent, c'est lui qui prend le relais avec les équipes pour les commandes, passer les commandes, etc. Pour être vraiment dans le concret, en gros, c'est ça. D'accord. Donc, dans une cuisine classique, j'ai envie de dire, euh, t'as combien de personnes qui travaillent? Donc, tu m'as parlé du chef, du sous-chef. Ouais. Il y a qui d'autre? Ouais, c'est vrai que les gens sont pas tous au courant. Pour moi, ça paraît logique, donc c'est pour ça que tu as raison de me poser la question. Mais bah après, le nombre de personnes, ça dépend vraiment du débit du restaurant, entre guillemets, du nombre de couverts. Après, la hiérarchie de base, c'est un chef, un ou plusieurs sous-chefs selon les lieux.
Après, on a des premiers chefs de partie. Donc ça, c'est vraiment, on parle de la restauration étoilée gastronomique où il y a vraiment des grosses brigades. Là où je travaillais à Chantilly, c'était le cas. On était 7 ou 8 en cuisine. Donc D'accord. là, on avait un chef, on avait un sous-chef, on avait un ou deux premiers chefs de partie. Et après, un chef de partie. Et ensuite, alors dans les grosses brigades, il y a premier commis, deuxième commis, troisième commis. Et après, il y a les plongeurs, aides cuisine, ceux qui sont là pour faire l'entretien, le ménage, etc. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc chef, sous-chef, premier chef de partie, et ensuite tous les commis et les plongeurs, aides cuisine. D'accord, ok. Voilà. Et donc, il y a cette hiérarchie, on va dire, quasiment jusqu'au bout. Ouais, c'est vraiment très hiérarchisé. Moi, j'ai des amis qui travaillent notamment au Georges V à Paris ou dans des grands hôtels au Bristol, etc. Et là, c'est vraiment, c'est-à-dire il y a le troisième commis, donc il est vraiment en bas de l'échelle. Et ça veut dire que le deuxième commis, par exemple, a autorité sur le troisième commis. Et en gros, chaque personne qui est au-dessus dans l'échelle a autorité sur toutes les personnes qui sont en dessous. C'est vraiment très, c'est militaire en fait. C'est vraiment quasiment très militaire. Et alors après, moins dans les bistrots, brasseries, on garde quand même un cadre, mais c'est moins marqué, on va dire, la différence entre les postes, parce que tout le monde est un peu dans la même ambiance, dans le même projet. C'est un peu plus pas cool, pas zen, mais un peu plus, moins hiérarchisé. Il y a moins vraiment cette rupture entre les postes que peut y avoir dans un restaurant gastronomique étoilé, où là vraiment c'est le chef, le sous-chef, et c'est comme ça, pas autrement. Si quelqu'un te dit un truc, il y a même pas à discuter, peut-être, non, c'est comme ça, point. Il y a pas de débat, quoi. D'accord. À ton avis, est-ce que tu as une idée sur la raison pour laquelle ce milieu est aussi hiérarchisé, justement, comme un peu comme tu disais, comme à l'armée, quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a un côté qui est vraiment, vraiment historique. Ça veut dire que ça a toujours fonctionné plus ou moins comme ça. Puis bon, après, dans les établissements avec une renommée, des étoiles ou des grades, il y a une obligation de résultat. Il y a une obligation de performance. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire souvent à mes proches que quand on est cuisinier en gastronomie ou même cuisinier tout court, on est dans un certain sens un peu sportif de haut niveau parce que on travaille. Il y a des semaines où quand je bossais en étoilé, sans mentir, vraiment sans exagérer, où on faisait des 80-85 heures semaine, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 quand il y avait des absences ou des gens qui étaient pas là. Donc à la fin de semaine, on est rincé, si je peux me permettre l'expression. Et ouais, c'est vraiment très physique. Donc forcément, il y a une obligation de résultat pour revenir à la question. C'est très hiérarchisé parce qu'on a cette obligation d'être dans la perfection en permanence. Et si c'est pas cadré, ça a tendance à partir un peu. Chacun prend un peu ses aises. Donc il y a vraiment un cadre qui est très défini. Et alors après, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, hein. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en gastronomie, qui font quelques semaines, voire quelques mois. Et au bout de ces quelques semaines ou quelques mois, en fait, c'est pas pour eux. Ils supportent pas l'autorité, ils supportent pas la pression qu'on peut avoir. Parce qu'il faut voir que c'est pas parce qu'on est haut qu'on a forcément plus de pression. La pression, elle est souvent, elle descend dans l'échelle. Elle est souvent mise à ceux qui sont un peu plus bas, alors que c'est pas de leur responsabilité, en fait. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de hiérarchie à se dire, le chef de partie, il a dit ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que moi, je suis commis et j'ai pas le choix, en fait. D'accord. Tu peux nous donner un exemple d'ordre qui serait transmis comme ça dans la hiérarchie? Un exemple comme ça, en fait, généralement, moi, quand j'étais en étoilé, ça fonctionne un système de coupure. En gros, une journée type, elle démarre à 8h, 9h. On bosse jusqu'au service du midi, donc jusqu'à 14-15h selon l'arrivée des clients. Et normalement, entre 15h et 17-18h, on a ce qu'on appelle une coupure. C'est-à-dire, c'est une pause dans la journée où on peut sortir faire ce qu'on veut. C'est censé être un temps off où moi, j'avais la chance d'habiter à 5 minutes, donc on pouvait rentrer à l'appart, faire un peu notre vie à côté, les rendez-vous, le coiffeur, les trucs qu'on peut faire dans une journée quand on est quelqu'un de normal, entre guillemets. Et on retourne au boulot après à 18h pour le service du soir jusqu'à 22-23h, minuit le samedi. Et c'était quoi la question? J'ai eu un trou de mémoire dans ma phrase. C'était quoi la question? Un exemple d'un Ouais, ordre qui peut être passé alors j'étais parti justement sur la coupure et en gros arrive à 15h et par exemple le chef de partie doit partir faire quelque chose et il a pas fini une certaine mise en place et il nous dit les gars, vous restez au commis. Moi j'étais commis à l'époque. Il me dit les gars, vous restez pendant la coupure faire ça.
Et toi, t'es là, tu dis, bah, écoute, j'avais un truc de prévu quand même. Je devais rentrer chez moi, j'avais rendez-vous, je sais pas où, mais non, c'est comme ça. Il a décidé que, donc, c'est comme ça. Ok. C'est quoi une mise en place? La mise en place, c'est tout ce qu'on prépare dans la journée pour se mettre en place pour le service. C'est tous les taillages, les cuissons, les préparations chaudes, froides, les sauces qu'on peut préparer tout au long de la matinée pour qu'on ait tout bien portionné, cadré pour le nombre de couverts qu'on va faire, pour le type de plat qu'on va faire, pour la carte qu'on a en place. C'est vraiment toutes les préparations qu'il y a à faire sur une matinée. On se fait des listes de mise en place et on a tant de choses à faire pour le midi. On sait que tel plat, on le vend un peu plus que tel autre plat, donc on va prévoir un peu plus. C'est vraiment tout ce système de préparer tout pour le service pour être en place, vraiment. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en fait, comment dire, vous devinez combien vous allez avoir d'un plat et d'un autre à faire pour le soir. Et après, suivant s'il y a plus ou moins de clients qui arrivent, vous allez, vous allez voir si votre supposition elle est bonne ou pas en fait. Ouais, c'est un peu ça dans l'idée. Alors après, en restauration, quand je bossais en étoilé, on avait 30 couverts maximum, capacité maximum du restaurant. Ouais. Donc, et ça fonctionnait beaucoup sur réservation. Ouais, On faisait pas énormément de ce qu'on appelle de passage. Alors le passage, c'est quand quelqu'un passe dans la rue, voit le restaurant, il se dit tiens, ça a l'air bon et il vient manger. Nous, en cuisine et dans le restaurant, on appelle ça du passage. Oui. Donc ça marche de clients en passage. Et il y a à côté les réservations. Donc dans l'étoilé, ça marche beaucoup sur la réservation parce que les gens généralement c'est une soirée qui prévoit un moment à l'avance. C'est pas quelque chose que tu passes devant un étoilé, tu te dis tiens si on se faisait un étoilé quoi. C'est vraiment généralement un truc qui est prévu. Donc on avait des réservations. Et ce qui se passe dans un restaurant étoilé, c'est qu'on a un menu dégustation, donc en 4, 5 ou 6 services. Donc ça veut dire qu'il y a 4, 5 ou 6 plats. Oui. C'est toujours les mêmes plats sur la durée de la carte. Donc la carte, elle peut faire 2 mois, 3 mois. Donc on sait que si on a 20 couverts qui sont réservés et qu'on demandait le menu dégustation, on sait qu'on aura 20 plats x 4 à faire pour le service du soir. Donc pour ça, c'est un peu plus cadré. Et après, pour ce qui est de la brasserie, du bistrot, alors j'ai fait moi pendant l'été 2019, on avait une terrasse, etc. Donc on est monté vu qu'en brasserie on peut recharger, donc ça veut dire quand une table est vidée, bah, de nouveaux clients se mettent à cette table-là et ainsi de suite. Et on peut monter. J'ai fait des services à plus de 200 couverts. Donc forcément là tu sais pas du tout ce que tu vas vendre. Les gens ils arrivent. Bon après quand c'est l'été il fait chaud, on se doute qu'on va vendre plus de salade que de bœuf bourguignon. Enfin voilà, on vend pas de plat en sauce l'été, alors que l'hiver c'est l'inverse. Donc on arrive à anticiper un peu sur ça. Ça veut dire qu'on sait que toutes les salades à base de mozza, de tomates, tout ça l'été, on sait qu'on va se faire allumer dessus. Et du coup on en prévoit plus. Et de toute façon, vu que la carte on la repousse sur le lendemain, tout ce qui est pas vendu le soir, on le revendra le lendemain midi. D'accord. Et on roule comme ça en fait sur un système de roulement. D'accord. Donc typiquement les denrées qui vont pas s'abîmer rapidement, c'est assez pratique dans ce genre de situation. Quoi. Ça, exactement. Puis de toute façon, ce qui peut, on va dire, ce qui est périssable rapidement, on s'arrange pour en faire peut-être juste ce qu'il faut. Ouais. Et puis de toute façon, après, on arrive à un moment donné où des fois, quand on arrive au restaurant, bah, on vous dit il y a plus. Oui. Bah, c'est qu'il y a plus. Donc de toute façon, on a prévu tant, on s'est fait allumer plus que ce qu'on pensait. Bah, il y a plus. Prenez autre chose. Quoi. Il y a 6 plats. Après, on est rarement en rupture de tout en même temps. Donc oui. On arrive toujours à jongler sur les différentes préparations qu'on a. D'accord. Pour revenir à l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure là du responsable qui dit au commis vous restez pour préparer ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment pas préparer à l'avance? Qu'est-ce qui doit vraiment se faire au dernier moment? Bah, on a plusieurs choses. Par exemple, quand on a des produits style avocat, etc., c'est des choses qui noircissent. Donc, avec la lumière, tout ça. Donc, ça, on est obligé vraiment de le faire limite pendant le service, au moment de ce qu'on appelle la réclame, c'est-à-dire au moment où les serveurs nous demandent le plat. Oui. Quasiment à ce moment-là, on prépare ce qu'on a à préparer. Ça peut être la finition des sauces aussi, par exemple, qu'on finit au moment. Ça peut être les taillages, par exemple, des endives. On sait que ça noircit beaucoup au dernier moment. Donc, on a pas mal de petites choses qu'on fait au dernier moment. Après, on essaye d'en avoir le moins possible parce que ça fait perdre du temps pendant le service. On est déjà à courir à droite à gauche sur la cuisson des viandes, des poissons, réchauffer les garnitures, etc. Donc, tout ce qui est taillage minute, on évite au maximum
Après, comme je t'ai dit, il y a des trucs on n'a pas le choix. Ça veut dire si l'avocat on le taille le matin à 7h, ben on peut être sûr qu'à midi il sera complètement noir et on peut pas servir ça. Donc il y a des choses où on est obligé. Puis pour les sauces, ouais, c'est pareil. Si on les fait trop à l'avance, après elles croûtent. Donc on est obligé de les repasser dans un chinois étamine pour retirer tout ce qui pourrait être comme impureté dedans. Donc il y a des choses comme ça qu'on est obligé de finir au moment, mais on évite pour garder un service fluide, quoi. D'accord. Bon, j'avais une ou deux autres questions là par rapport à ce que tu as dit au début. À Chantilly, tu disais que le restaurant était dans un hôtel? Ouais, c'est ça. C'était un hôtel 5 étoiles, vraiment à l'entrée de la ville de Chantilly. Ça s'appelle l'Auberge du Jeu de Paume. C'est un restaurant 5 étoiles et dedans il y a une brasserie, un restaurant étoilé et après tout ce qu'on peut connaître dans un 5 étoiles, style le room service, le petit déjeuner le matin, etc., etc. Enfin tout ce qu'on retrouve vraiment dans un hôtel 5 étoiles. Mmh. Et en cuisine, il y a vraiment deux équipes différentes, une qui s'occupe de la brasserie, une qui s'occupe de l'étoilé et des personnes qui s'occupent du petit déjeuner, de recharger pour le night. Ce qu'on appelle le night, c'est tout ce qui va être vendu la nuit, parce que dans un 5 étoiles, on peut commander à manger à n'importe quelle heure et on vous amènera à manger parce que c'est prêt dans un frigo déjà portionné à réchauffer au micro-ondes et c'est la personne qui est en charge du night. Donc généralement, c'est peut-être des réceptionnistes ou des gens comme ça qui sont là toute la nuit qui vont s'occuper d'aller réchauffer les plats et de les monter en chambre. Voilà, donc on a vraiment tous ces types de cuisine qui sont regroupés au même endroit. Donc c'est pour ça que c'est assez enrichissant d'avoir bossé dans un hôtel parce que on voit en fait tous les corps de métier de la restauration. J'ai eu, bon, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi les petits déjeuners. Alors on m'a rappelé de vacances parce que quelqu'un était en arrêt. Du coup j'étais au ski, je suis revenu de vacances plus tôt pour me lever à 4h du matin pour aller préparer les petits déjeuners de l'hôtel. Bon, sur le moment, on est un peu pas content, mais bon, avec le recul, un an plus tard, on se dit bon bah au final, ça m'a permis de voir ça. C'est pas plus mal, ça permet de voir. J'ai été aussi beaucoup délocalisé à la brasserie, donc ça m'a appris le gros débit sur un laps de temps très faible. L'étoilé d'un côté où on apprend vraiment des trucs très 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 pointus, où on apprend vraiment la rigueur de ce que c'est d'avoir tous les taillages au millimètre. Quand on taille un légume, bah s'il est pas au même millimètre que l'autre, il y a le sous-chef qui arrive avec sa règle et qui mesure. Et bon bah écoute, il manque 5 millimètres, donc tu recommences. On s'est retrouvé à frotter des pommes de terre sur des grattoirs, des éponges abrasives neuves évidemment, mais pour les tourner en forme de galet. Il y a plein de trucs comme ça. On apprend vraiment des techniques qu'on voit pas tous les jours. Et c'est en ça que la gastronomie, c'est bien. Alors après, on n'aime pas, mais c'est cadré, c'est, voilà. D'accord. Et par rapport à cet hôtel, t'as dit hôtel 5 étoiles. Ouais. C'est lié au nombre d'étoiles du restaurant. Comment ça fonctionne? Alors la partie hôtel est vraiment indépendante du restaurant. L'hôtel est 5 étoiles parce qu'il réunit l'ensemble des critères de l'hôtellerie de luxe. Donc ça, c'est des inspecteurs qui sont complètement pas opposés, mais qui sont différents de la restauration. C'est pas du tout les mêmes gens qui viennent évaluer le restaurant que l'hôtel. Okay. Pour le restaurant, c'est le guide Michelin que tout le monde doit connaître, avec son système de bibou gourmand pour les brasseries bistronomiques. Après, il y a un macaron, 2 macarons, 3 macarons. Et pour l'hôtel, pardon, c'est vraiment des testeurs d'hôtels différents. C'est le ministère du Tourisme qui vient gérer ça. Et là, c'est plus vraiment sur des critères style le spa. Est-ce que le spa, machin, est-ce que les chambres sont bien nettoyées? Est-ce que les chambres sont assez grandes? Les équipements qu'il y a vraiment autour? Est-ce qu'on peut commander à manger à toute heure? Est-ce qu'on peut, enfin, tout ce qu'on peut faire dans un hôtel de luxe, c'est vraiment des critères à part du restaurant. Ouais, ça n'a rien à voir. Mais après, généralement, dans un hôtel 5 étoiles. Du coup, le nombre d'étoiles au guide Michelin du restaurant gastronomique de l'hôtel, ouais. C'était, tu te rappelles ce que c'était? C'était un restaurant 1 étoile. Ouais. 1 étoile. J'ai bossé dans un restaurant 1 étoile et ouais, là c'est le guide Michelin qui définit vraiment les étoiles. Et pour ce qui est de l'hôtellerie, alors après généralement dans les 5 étoiles, c'est vrai que c'est souvent qu'on a des restaurants gastronomiques parce que la clientèle est présente à cet endroit-là. Et du coup, forcément, il faut un standing derrière pour donner à manger à ces personnes-là, forcément. Et c'est pour ça qu'on retrouve généralement les restaurants étoilés dans des hôtels Palace 5 étoiles. Forcément, c'est là où il y a la clientèle pour ce genre de restaurant. D'accord. Donc 5 étoiles pour un hôtel, c'est le max? Ouais, c'est le maximum. D'accord. Il y a 5 étoiles, c'est le maximum. Et après, il me semble qu'il y a 5 étoiles Palace avec vraiment l'agrément Palace.
Et là, alors je connais pas les critères sur le bout des doigts, mais c'est le haut de gamme. Le 5 étoiles Palace, c'est minimum, pour avoir un ordre d'idée, 1 500 € la nuit en période creuse. Ok. Ouais, on est sur quelque chose après, ça dépend de la localisation, évidemment. En plein Paris, ça va pas être pareil qu'à Chantilly. Ça, c'est comme pour tous les hôtels. Mais là, à Chantilly, il me semble que la nuit la moins chère, elle était autour de 500, 600 €. Ouais. C'était un 5 étoiles simple, pas Palace. Mm-hmm. Donc, c'était ça. C'était 500, 600 € la nuit dans la chambre la moins chère. Donc, ça reste quand même une clientèle que tout le monde peut pas se payer ça tous les jours, quoi. D'accord. Et pour en revenir au restaurant gastronomique, les étoiles du guide Michelin, ça monte à combien, tu sais? Pardon? On peut monter à combien d'étoiles au guide Michelin? C'est 3 étoiles le maximum, et il y en a une trentaine en France. Une trentaine, pas plus. Une trentaine de 3 étoiles, une trentaine de 3 et de étoiles. restaurants étoilés, il y en a beaucoup, ou finalement? J'ai pas le chiffre comme ça, mais oui, des restaurants 1 étoile, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Des 2 étoiles, ça se raréfie un peu. De toute façon, c'est vraiment le système de 1 étoile, c'est plus accessible. 2 étoiles, c'est encore moins accessible. Et 3 étoiles, c'est vraiment, ce qu'on peut qualifier d'élite, quoi. C'est vraiment là, il y a pas plus haut, quoi. C'est la perfection pure, quoi. Il y a rien qui dépasse, quoi. C'est carré, quoi. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc là, tu m'as parlé des restaurants gastronomiques, tu m'as parlé des brasseries bistrots. À un moment, mais on va revenir dessus, tu m'as parlé de la cuisine collective. Ouais. Si on prend ces trois ensemble, on va dire, on a toute la restauration, ou il y a autre chose? Ouais, on a plus ou moins les grands styles. Alors après, il y a des niches, évidemment, il y a les cuisines de différentes origines. Donc on peut retrouver dans une brasserie, on peut retrouver de la cuisine asiatique, on peut retrouver de la cuisine indienne, on peut retrouver de la cuisine Afrique du Nord, on peut retrouver un peu tout. Donc il y a des niches comme ça qui font qu'il y a différents thèmes. Mais après, en termes de gros thèmes de restauration, on a la restauration gastronomique, donc étoilée, haut de gamme. On a après la restauration bistronomique, donc qui est là, c'est de la brasserie, on va dire, un peu évoluée. On est à mi-chemin entre la brasserie et le gastronomique. D'accord. On est sur des plats qui sont, on va dire, classiques, mais qu'on peut faire dans un débit quand même assez correct. Il n'y a pas plein de petites pousses, plein de petits trucs comme ça. C'est un peu plus simple, mais c'est bien dressé, c'est propre. Mm-hmm. Et après, on a vraiment la brasserie, où là, c'est du débit. Il faut que ça débite, il faut que ça brasse, hein, comme son nom l'indique. Et donc, dans tous les cas, là, il y a moins de chichi sur les dressages d'assiettes, il y a moins de fioritures à côté. C'est-à-dire, on n'a pas 36 000 trucs à côté, il n'y a pas 5 serveurs pour une table. Oui. Enfin, on est dans des coûts qui sont moins élevés. Oui. Après, on a la restauration collective, que tout le monde connaît, style self, restauration de cantine, dans les prisons. Enfin, tout le monde a besoin de manger. Donc, dans tous les cas, après, on a les sandwicheries, tout ça en restauration vraiment simple. Et après, on a tout ce qui est restauration d'entreprise, mais haut de gamme. Donc là où je travaille actuellement, donc on mélange un peu la gastronomie et le monde de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on fait de la cuisine type restaurant, peut-être 1 étoile. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais de restauration gastronomique pour des gens qui sont techniquement au travail, en fait. Donc on mélange un peu les deux. Ça veut dire que dans leur bureau ou dans leur salon privé, ils vont manger comme s'ils étaient au restaurant, mais en fait, ils sont en rendez-vous professionnel la plupart du temps et ils sont au travail. Donc on mélange un peu ces deux esprits. Et après, en termes de restauration, je pense qu'on a fait le tour. Pardon si j'oublie du monde, mais je pense que normalement, on a fait le tour des styles de restauration. Ouais. D'accord. Non, mais c'est bien pour, comme tu sais, comme tu as dû le comprendre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approcher les sujets qu'on traite d'un principe fondamentaux avec un regard un peu naïf, un peu personne qui connaît pas, quoi. Et là, typiquement, là, on est sur un sujet où je suis au top à ce niveau-là. Ah bah je connais vraiment pas bien. Tant mieux. Donc, je pose les questions les plus c'est bien, tant mieux. Et les plus basiques possibles, mais naturellement. Donc, c'est bien parce que moi, j'ai tendance à oublier certaines bases, entre guillemets, parce que je suis tellement dedans depuis 6 ans qu'il y a des trucs on fait plus gaffe. On se dit, ah oui, c'est vrai que les gens, ils savent pas, mais nous, on est au courant forcément de base. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des questions un peu plus basiques, on va dire, parce que ça comme permet tous de les experts, hein, pas que toi. Et c'est normal. Enfin, c'est normal d'oublier ce qui est basique, fondamental, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Bah ouais, c'est bien. Ouais. C'est un beau projet. Bon, il y en a.
toutes les grosses entreprises ont des services de cuisine comme celui dans lequel tu travailles actuellement? Ouais, majoritairement. Ouais. Enfin, moi, j'en connais pas qui n'ont pas que ce soit banque, que ce soit entreprise d'assurance, que ce soit entreprise d'énergie renouvelable, enfin, toutes les entreprises qu'on connaît. Ils ont tous, que ce soit Google, que ce soit toutes les boîtes, toutes les banques qu'on connaît, ils ont tous des clubs privés. D'accord. En fait, c'est pour faire simple, c'est un peu le lieu où ils sont dans leur tour, ils sont dans leur bureau, ils reçoivent des très gros clients pour des très très gros contrats et ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie d'aller se déplacer dans un restaurant, d'aller de sortir, de faire des réservations dans des restaurants, de pas savoir vraiment comment ça se passe, de pas avoir la main dessus. En fait, ils adorent avoir la main sur tout ce qui se fait. Et le fait d'avoir leur propre restaurant dans leur tour, bah déjà ils ont juste à prendre l'ascenseur et ils sont au resto, c'est quand même incroyable. Et en plus ça leur permet d'avoir la main. Ça veut dire que nous, enfin mon quotidien en ce moment, c'est de m'adapter à toutes les exigences, les contraintes, les demandes, toutes les demandes de tous les PDG. Et ben on s'adapte à tout ce qu'ils ont et ils ont du coup un menu un peu personnalisé, enfin même complètement personnalisé. Alors c'est une organisation, c'est clair, mais ouais, c'est très pratique pour eux et donc tous ont un peu ce système-là de club de direction privé où ils peuvent recevoir leurs gros clients, où ils reçoivent les journalistes. Ce midi, on avait encore des journalistes à manger qui faisaient une interview. Ils demandent de poser les plats, les entrées et les desserts sur table pour que personne ne rentre parce qu'il y a des infos confidentielles qui sortent, parce que c'est des interviews, parce qu'ils n'ont pas envie d'être dérangés, tout simplement. Et ouais, ils ont tous ce système un peu de club privé où ils peuvent faire un peu, entre guillemets, ce qu'ils veulent, quoi. D'accord. Et donc, toi, tu travailles pour une entreprise qui gère différents clubs privés, mais toi, tu es assigné au club privé d'une entreprise? C'est ça, exactement. En gros, pour schématiser, il y a je bosse pour une entité. Alors, moi, je peux dire le nom, ça, qui s'appelle Compass Group. C'est le groupe Compass. En gros, ils sont propriétaires de Medirest, Scholarest, Eurest. Tout, des fois, ces camions qu'on voit un peu devant les écoles, tout ça. Ça, c'est eux qui gèrent tout ça. Et ils ont une filiale Prestige qui s'occupe donc de pas mal de clubs. Alors après, c'est un milieu où il y a de la concurrence. Il y a énormément de boîtes comme celle où je bosse qui proposent ce genre de service. Donc, en fait, ça fonctionne par contrat. Ils signent des contrats avec des entreprises sur une durée déterminée et ça fonctionne sur appel d'offres, en fait. Donc, ça veut dire que la grosse entreprise va faire un appel d'offres, pour son club de direction, pour savoir qui va intégrer le club de direction. Et après, c'est au plus offrant, au meilleur contrat qui va remporter la mise et qui va remporter le club. Et après, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc oui. Voilà. D'accord, très bien. Bah, encore un truc que je ne savais pas. Ouais. Voilà. Et même, tu vois, je m'étais jamais posé la question par rapport à quelque chose qui est plus... Tout le monde connaît, c'est la cantine à l'école ou ce genre de choses. Et en fait, ça fait réaliser que tout n'est pas préparé par les gens qui travaillent à l'école, en fait. Et que, non. Non, au contraire. Ça veut dire que dans la plupart des endroits, tous ceux qui font à manger dans les écoles, dans les prisons, tout ça, c'est pas du tout des fonctionnaires payés par l'État. C'est une entreprise extérieure qui remporte un appel d'offres et qui gagne le marché et les avantages et les inconvénients qui vont avec. Bon, généralement, on essaye de gagner des contrats où il y a plus d'avantages que d'inconvénients, évidemment. Mais après, c'est un système qui fonctionne comme ça, qui tient comme ça. Ça veut dire que les entreprises ont un besoin de quelqu'un qui gère leur club. Et les entreprises qui proposent ça ont besoin de gérer le plus de clubs possible pour générer des revenus et pouvoir placer tous ces salariés à différents postes, quoi. Ouais, je comprends bien. Et ça marche pareil pour les écoles, pour tout, en fait. Ouais, d'accord. Bon, bah, alors après, enfin, pardon, je te coupe, mais c'est pas du tout le même personnel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sélection sur le type d'établissement. Ça veut dire que moi, par exemple, vu que j'ai un profil à être dans un club, je me retrouverai pas dans un self. Alors, j'ai rien contre les selfs, hein, il en faut et c'est très bien. Mais c'est pas du tout le même style de restauration. Comme si on met un chef de self dans un club, bah, ça risque d'être plus compliqué au début. Alors après, on s'adapte, mais c'est sûr que chacun a son corps de métier. Et c'est pas parce qu'on est dans cette entreprise-là qu'on peut être basculé d'un self à un club, à un hôpital, à tout ça. Voilà, c'est vraiment, c'est très sectorisé. Non, mais c'est très clair. T'arrives avec
avec une spécialité en quelque sorte. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire, soit on est plus à l'aise dans le gros débit, le self, Oui. soit, alors après, on a des selfs aussi haut de gamme maintenant, hein. On fait des selfs qui sont vraiment évolués, on va dire. Il y D'accord. a des selfs plus basiques. Après, il y a ce qui se passe dans les prisons, dans les écoles. Là, c'est ce qu'on connaît, hein, de toute façon. Et après, on a ce système donc de club de direction pour vraiment les plus grosses entreprises françaises et étrangères qui ont des sièges en France. Et même, alors moi, je suis dans un groupe qui est international, donc ils ont des contrats dans le monde entier. Mais en tout cas, pour Paris, oui, tous les sièges sociaux qui sont à Paris ont des salles à manger privées gérées par ce type de prestataire, en fait. D'accord. Et donc, l'entreprise là, pour laquelle, enfin, indirectement, mais pour laquelle tu travailles, Ouais. celle qui a son club de direction, il y a aussi un restaurant d'entreprise pour, plus Ouais. classique pour le reste des employés. Ouais, exactement. Et c'est vous pas êtes forcément pas en géré. relation avec ces gens-là, avec Alors, les gens de il y a ces cuisines-là. il y a certains sites où c'est notre entreprise, donc Compass, qui détient et le club de direction, généralement plus haut dans les étages, et le self. Donc Ok. là, on est en contact, c'est-à-dire si on a besoin de tel ou tel produit, qu'on est un peu en galère, s'il nous faut 2 litres de lait, on peut descendre en bas et on Ouais. s'arrange. C'est la même boîte, quoi. Donc ça va. Et il y a d'autres sites, par exemple là, moi où je suis. Bon, alors là, c'est fermé actuellement à cause du Covid, mais oui, le self qui est en bas, c'est une autre société qui gère ça, c'est un autre prestataire. Ah oui, carrément. D'accord. Parce que en fait, il y a un système où ça veut dire que sur la Défense, par exemple, en gros, les tours sont divisées pour plusieurs entreprises. Ça veut dire qu'une grande tour qui peut faire 41 étages, il n'y a pas 41 étages pour la même boîte. Oui. Alors, il y en a une qui est majoritaire et qui, du coup, peut mettre son nom sur la tour, etc. D'accord. Et il y a des entreprises qui sont annexes, qui viennent prendre 1 ou 2 ou 4 ou 5 étages sur cette tour. Mais du coup, le self, il est indépendant des entreprises. C'est vraiment la tour qui gère son self et son système de restauration. Ouais, je comprends. Et après, au cas, par entreprise, ils peuvent décider ou non d'installer un club privé pour eux. Mais en tout cas, la base du self est généralement gérée par la tour elle-même, en fait. Donc, c'est le propriétaire de la tour qui gère l'exploitation de ça et qui va mettre son self à son endroit parce que les gens, ils sont obligés de manger, en fait. Ouais. Bah, ils sont obligés, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon, c'est mieux de manger pour tenir une journée quand même, hein. C'est plus pratique, quoi. C'est conseillé. Évidemment. Bon, revenons à une question un petit peu plus générale. Comment t'en es venu à ce domaine-là? Alors, tu peux me dire par rapport à la cuisine en général, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là au début? Ou alors tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré dans le côté plus gastronomique, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu par hasard par rapport à à la personne que tu connaissais, que tu m'expliquais au début? Voilà. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'a amené à ce domaine-là? Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui est dans le milieu de la restauration, etc. Moi, c'est pas du tout le cas. D'accord. Il y a personne de ma famille ni de mes connaissances qui était dans ce milieu-là. Il se trouve que dans mon collège, on faisait les stages obligatoires, tu sais, en quatrième là. Enfin, il y en a certains c'est en troisième, moi c'était en quatrième. J'ai fait mon stage dans un restaurant parce que une collègue de mon père connaissait quelqu'un qui avait un restaurant dans Paris. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas parce que je savais pas vraiment où faire mon stage, j'avais pas vraiment d'idée. Et j'aimais toujours bien faire à manger un peu avec ma mère le week-end, tout ça. J'ai toujours été attiré par ça, mais sans plus, tu vois, pas vraiment dans le mode je vais faire mon métier de ça. Enfin, je vais en faire mon métier de ça, pardon. Et du coup, j'ai fait mon stage dans ce restaurant qui s'appelle La Ravigote dans le 11e arrondissement de Paris. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Ils font de la vente à emporter en ce moment. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas pendant une semaine et j'ai accroché tout de suite avec le métier vraiment en général. Ah ouais. Alors, j'ai eu une sorte de coup de foudre vraiment, genre, ça veut dire que quand tu te lèves le matin et que tu es content d'aller au boulot, tu sais que c'est ça que tu veux faire plus tard, en fait. Et j'ai eu cette chance de trouver ça pendant ce stage. Et du coup, à la suite de ce stage, j'ai dans ce même restaurant, pendant mes vacances scolaires, pendant l'été, j'allais faire des stages d'une semaine, de 2 semaines, même, enfin, gratuitement, juste pour voir vraiment comment ça se passait, pour apprendre un peu tout ça. Et à la suite de ce moment-là, je me suis renseigné du coup sur les formations. Enfin, j'y connaissais vraiment rien. J'étais vraiment novice dans le domaine. Et je me suis renseigné sur Internet. J'ai regardé les classements des meilleures écoles, un peu pour voir comment on faisait pour postuler, comment se déroulait l'apprentissage, etc. Et du coup, je suis tombé sur l'école Ferrandi, donc à Paris.
j'ai posé des dossiers dans plusieurs écoles. Alors j'ai eu la chance d'être accepté dans 3 écoles à Paris. J'ai choisi du coup la meilleure qui est Ferrandi, qui est la meilleure école de cuisine en France et même en Europe si je ne m'abuse. Il y a pas beaucoup d'équivalents. Ils ont des écoles un peu à Bordeaux aussi, il me semble. Et du coup je me suis renseigné sur le bac pro, etc. Et j'ai fait du coup 3 ans de bac pro. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, au cours de ces 3 ans, j'étais dans une école où on faisait pas mal de concours. Ils organisaient eux pas mal de concours et ils avaient besoin de commis, donc de petites mains pour aider les chefs sur les concours. Et nous, notre classe, on avait été commis sur un concours qui s'appelle l'International Cup de cuisine. Et c'était la finale du coup qui se déroulait à Ferrandi, donc dans mon école. Et on était mis par tirage au sort avec un chef. Et moi, j'ai été mis avec Julien Lucas, donc qui a son propre restaurant au Luxembourg au jour d'aujourd'hui. Et du coup, on a bien accroché. Enfin, après, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très hiérarchisé, donc c'était pas non plus relation amicale. Mais on a bien accroché dans l'état d'esprit, un peu dans la manière de faire, etc. Et du coup, je suis resté en contact avec lui parce que je savais que ça allait. Enfin, c'était en 2e année, donc l'équivalent d'une première générale. Donc il me restait 1 an à faire et j'ai gardé le contact parce que je sentais que ça pouvait être un contact intéressant pour la suite. Et du coup, à la fin de mon apprentissage, il faut trouver un CDI. Moi, j'ai choisi de pas poursuivre de BTS ni de pas faire de mentions complémentaires, etc. Je voulais rentrer directement dans le monde du travail parce que c'est ça qui me plaisait. Je suis quelqu'un qui adore le concret, donc j'aime pas trop tout ce qui est théorique. Enfin, ça a tendance à me fatiguer un peu. Du coup, je voulais travailler tout de suite. Et du coup, j'avais gardé le contact avec ce chef et du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit qu'il cherchait un travail. Lui, il cherchait quelqu'un à ce moment-là aussi. Du coup, c'est bien tombé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la restauration étoilée. Et à côté de ça, comme pour répondre à ta question, c'est un truc que je voulais faire, la restauration étoilée. Je tendais vers ça. Après, j'ai pas tellement accroché après les 1 an, mais je voulais le faire. Je voulais aller voir ce que c'était pour avoir justement l'expérience la plus complète, avoir une palette vraiment poussée de justement, comme on disait tout à l'heure, tout ce qu'on pouvait faire dans la restauration. Et du coup, ça m'a servi d'expérience. Enfin, c'est une expérience. C'est énorme. Ça veut dire que quand je dis qu'on fait 80-85 heures semaine, ça veut dire qu'en 1 an, on a l'équivalent de peut-être 5 ans d'expérience dans une boîte classique où on va faire nos 35 heures, quoi. Donc c'est vraiment un booster de carrière entre guillemets, de vie en général, parce qu'on vit à 1000 à l'heure, on s'arrête jamais. Donc forcément, vu qu'on bosse 85 heures, au lieu d'apprendre pendant 35 heures, on apprend pendant 85 heures à la semaine, parce que c'est un métier où on apprend en permanence. Donc plus on fait d'heures, forcément plus on apprend. On voit des trucs qu'on se dit plus tard, quand moi je serai chef, je ferai pas comme ça. Ou plus tard, quand moi je serai chef, ça j'aime bien, donc je garde. Il y a plein de choses comme ça où on se dit, en fait, on apprend au quotidien. Enfin, il y a beaucoup de métiers où on apprend tout le temps. La cuisine en fait partie et en fait bien partie, parce que c'est vrai qu'on maîtrise jamais toujours tout. On a la chance d'avoir un métier où on est créatif, où on peut vraiment faire ce qu'on veut. On a une liberté qui est assez incroyable. Donc, au niveau de la créativité, on apprend sans cesse. Il y a toujours des associations qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas vues. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de dévier un peu de la question de base. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Parce que je parle beaucoup, je me dis je parle beaucoup, mais je dévie un peu de la question de base. Mais ouais, en gros, on a compris l'idée, quoi. C'est vraiment le but de voir tout. Et la question à la base, c'était pourquoi j'ai fait ça, et on en est là maintenant. Ouais, donc, voilà. mais c'est très bien, c'est très bien. Mais j'ai une autre question là. Est-ce que tu m'as dit dès ton stage de 4e, tu y allais avec plaisir en fait. Ouais, c'est clair. Tu te rappelles ce que t'as ressenti, tu te rappelles ce qui faisait que tu y allais avec plaisir en fait dès le début. Qu'est-ce qui t'a emballé tout de suite, quoi? En vrai, j'ai souvent entendu des gens qui, quand ils allaient au boulot, quand machin, le boulot c'était un truc où le boulot c'était un truc, une contrainte en fait. Et enfin, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. C'est-à-dire, je me levais le matin, c'était dur, c'était physique. J'avais à l'époque de mon stage, il faut dire, j'avais 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans à la fin de mon stage. J'avais 12 ans. Alors un gamin de 12 ans, tout seul dans le métro pour partir dans le 11e, c'est pas commun. On se dit, ça arrive, mais c'est pour aller bosser, c'est-à-dire pour aller à l'école. Il y en a à Paris qui prennent le métro même à 10 ans. Mais pour aller au travail, à 12 ans, tu vas pas au travail. C'est-à-dire, on fait pas ça. Et le fait de faire tout ça, je me suis dit que si ça me posait aucun problème, c'est que c'était pas une contrainte pour moi
Et en plus, le côté vraiment concret des choses, le côté vraiment, il y a pas vraiment, enfin, il y a de la théorie parce qu'on travaille les menus avec le temps. Plus ça va, plus on travaille, plus on réfléchit. Mais à la base, quand on arrive dans ce métier, on est vraiment très naïf, quoi. Quand on connaît rien, on connaît personne, on n'a pas d'a priori, on n'a pas d'attente. Du coup, on y va, on voit ce que ça donne. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une contrainte pour moi. Et c'est venu naturellement en fait. Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Ça s'est vraiment fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire j'ai fait mon stage, j'ai adhéré grave sur le métier. Je me suis renseigné sur comment on faisait. Et puis c'est parti. Alors après, évidemment là, on dirait que c'est une utopie, mais c'est pas Top Chef la cuisine. C'est-à-dire il y a des moments où c'est dur. J'ai failli lâcher plusieurs fois. Et je prenais cet exemple moi avec ma copine aussi qui savait pas trop quoi faire. Pour expliquer un peu mon métier, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme quand il y a un tsunami qui nous arrive dessus. Alors au début, c'est compliqué parce qu'on voit la grosse vague, on est dans le chahut, tout ça, c'est vraiment compliqué. Et donc ça, je parle quand on est dans les petits postes, style commis, vraiment premier chef, enfin pardon, quand on est vraiment commis, ouais, quand on est vraiment stagiaire commis, là on est vraiment dans le moment où c'est dur, c'est-à-dire on se fait entre guillemets défoncer de tous les côtés. C'est vraiment dur. Il y en a énormément qui craquent. Et je pars du principe que quand tu arrives à passer la vague du tsunami, et ben derrière c'est calme plat. Et là je suis arrivé à la place de sous-chef. Et quand tu arrives à des places à responsabilité, t'es un peu plus tranquille mentalement. C'est-à-dire on te met la pression, mais sur des pressions de résultats, pas sur des pressions de c'est pas physique. Ça veut dire, enfin, ça reste un métier. Enfin, c'est pas très clair, mais ça reste physique. Mais on est plus dans la charge mentale. Ça veut dire on a plus de la pression mentale sur ce qu'on doit faire et on est plus tranquille, on est plus posé en fait. On est moins dans le rush quotidien de courir partout comme un commis qui doit aller faire tout vite, rapidement. On est plus posé et en fait, voilà, en gros, il y a ceux qui font et il y a ceux qui réfléchissent. Ouais. Et quand on passe le tsunami, on arrive dans la catégorie des gens qui réfléchissent. Et à ce moment-là, on a de la pression, mais c'est pas la même. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Si, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là, t'es dans un poste où tu t'occupes plutôt de la stratégie, on va dire, que de réaliser les choses. On est une petite brigade, donc il y a qu'un chef et un sous-chef. On est deux avec généralement un plongeur et des stagiaires, des apprentis. Mais donc du coup, on est obligé avec le chef de vraiment mettre la main à la pâte et on fait tout le menu de A à Z. Mais on est dans des postes où on a la légitimité de se dire voilà, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. C'est-à-dire, c'est moi qui m'impose ma marche à suivre. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va venir me voir toutes les 10 secondes. Tiens, tu peux faire ça. Tiens, tu peux faire ci. Enfin, c'est pas tu peux, c'est tiens, tu fais ça. Tiens, tu fais ci. Et voilà, là, c'est moi qui me dis bon, bah écoute, Clément, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Parce que sinon, tu seras pas en place pour ton service. Donc, en fait, c'est moi qui bosse pour moi. Ouais. Je bosse pas pour le travail de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je bosse et je récupère la gloire qui va avec, quoi. Je travaille pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un peu dans cet esprit-là, quoi. D'accord. Il y a des... ça revient un petit peu à ma question d'avant par rapport à ton ressenti, à ce qui t'a emballé, mais même maintenant, quels sont les... Comment dire ? Est-ce qu'il y a des moments... Je sais plus si c'est un terme que tu as employé, mais est-ce qu'il y a des moments de fierté, de reconnaissance, un moment où, je sais pas, ton plat est terminé, tu te dis ouais, j'ai fait ça et c'est hyper concret. Et après il y a les clients qui vont manger ce que tu as fait. C'est ça. Voilà, après, c'est ça que je me demande en fait. Qu'est-ce qu'on ressent? Bah après c'est un métier qui est un peu du domaine de l'artistique en fait. On vend quelque chose aux gens, mais on vend pas un objet, on vend pas quelque chose, on vend un moment en fait. On vend une sensation, on vend quelque chose une émotion, voilà, c'est le mot que je cherchais. On vend une émotion et à travers cette vente d'émotion, quand nous on a mis tout notre cœur dans ce qu'on fait, on passe notre matinée à faire un dessert ou un plat et que l'assiette elle revient vide et que le maître d'hôtel ou le serveur revient et nous dit le client il a adoré, il a dit vraiment très très bon. Bah voilà, tu vois, ma journée elle est gagnée. Moi je me dis c'est bon, tu vois, j'ai fait mon truc et en fait tu as une sorte de reconnaissance sorte de booster de dopamine, genre qui te dit bon bah ce que t'as fait ça a plu et ça te donne envie de continuer, de retrouver cette sensation. C'est un truc qui est très addictif en fait. Quand tu commences à faire ça, quand on te fait des bons retours, bah, t'as envie d'aller chercher encore un meilleur retour, d'élaborer encore plus le plat, de tout ça. Mais alors ça arrive que ça marche pas et là c'est dur parce que on met tout notre cœur, on se donne à fond dans le projet, dans le plat qu'on veut faire, dans le truc. Et quand ça plaît pas trop ou quand on fait goûter à un collègue ou un truc et qu'il te dit ouais, tu te dis ah ouais, c'est tout, ok, parce que ça fait quand même 5 heures que je suis dessus et j'y croyais, tu vois.
Donc ouais, il y a des moments où c'est très dur, mais après tu relativises, tu te dis que bon, tout le monde, les goûts et les couleurs, tout le monde c'est pas pareil. Il y a des gens qui vont accrocher, il y a des gens qui vont pas aimer. On vend une prestation de service et on vend un moment. Donc il y a des gens qui apprécient certains moments, d'autres non. Après on essaye de plaire à la majorité de personnes, mais bon, comme dans tout, on peut jamais plaire à tout le monde. Donc on essaye d'avoir après de se mettre un peu cette pas cette barrière, mais cette bulle autour de soi, de se dire c'est pas parce qu'une personne m'a dit ça que c'est forcément la vérité. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des trucs à tirer de positif. Donc voilà. Après, ouais, on ressent vraiment une sensation. C'est vraiment kiffant. Quand les assiettes reviennent vides, quand les clients viennent même nous voir en cuisine, nous dire vraiment c'était bon. Voilà, on est payé avec ça entre guillemets. Alors bon, pas que, hein, évidemment. Mais oui, c'est cette reconnaissance qui est géniale dans ce métier et qu'on retrouve pas dans beaucoup de métiers, à part les métiers de scène, d'artistique. C'est vrai que la sensation d'avoir un public qui apprécie ce qu'on fait, bah, quand on est tout seul dans son bureau ou tout ça, c'est vrai qu'on a moins, on a peut-être moins cette relation avec un public entre guillemets, quoi. Ouais, Donc je veux dire. c'est voilà, c'est sur ça en fait. Et du coup, ça se fait d'aller en cuisine parler aux... Ouais, carrément, nous on adore. Alors après, il y en a qui, moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui adorent. Mais alors là, c'est pareil. Là, c'est tout noir ou tout blanc. Ça veut dire soit il y a des chefs qui veulent pas du tout être vus. Ah ouais. J'en ai vu des chefs dans des restaurants gastronomiques, quand il y avait des clients qui approchaient, ils partaient en courant. Vraiment, mais vraiment, qui voulaient pas du tout, ce contact, qui avaient peur en fait. Et il y en a qui adorent ça. Moi, le chef avec qui j'étais à Chantilly, il allait tous les soirs à la fin de service faire un tour en salle pour parler avec les clients, avoir leur ressenti, juste discuter, enfin, pas se montrer, mais aller discuter avec les gens en fait. Et moi, je fais partie de cette team qui adore ça. Ça veut dire que si quelqu'un vient me voir en cuisine à la fin du service et me dire vraiment ce plat-là, c'était bon, enfin avec une critique constructive en fait. Moi, je prends toutes les critiques, même si elles sont négatives, mais à partir du moment où c'est constructif, je la prendrai la critique et il y a aucun problème. Donc ouais, sur ce domaine-là, nous on adore. Enfin moi, j'adore ça quand quelqu'un vient nous voir et nous féliciter, nous remercier, ou même, enfin ça, les gens le font moins, mais qui viennent nous dire alors ça peut-être que bon nous ça on est un peu fermé dessus parce que les idées des gens, ils ont vu Top Chef 3 fois, ils viennent nous dire que machin. Donc ça, il y en a aussi. Donc ça, on évite de prêter attention. Mais les gens qui ont vraiment des critiques constructives ou ceux qui ont vraiment des palais fins ou des clients habitués, surtout des clients habitués qui viennent, là où je suis, j'ai toujours les mêmes personnes. Donc forcément, c'est des habitués. Ouais. Et quand ils viennent nous voir, qu'ils nous disent ouais, ce plat-là, on a adoré, on a un gros client qui vient la semaine prochaine, est-ce qu'on peut le refaire? Bah ouais, carrément, avec plaisir, on le refait, quoi. On saute dessus et on dit oui, évidemment, t'as adoré. Ben nous, on adore te faire adorer, donc forcément, on va le refaire, tu vois. Ouais. Là, c'est chouette ce que tu racontes parce que c'est vrai que moi, je me suis jamais mis à ta place, quoi. Mais c'est clair. Voilà. Et là, ça me permet de m'imaginer, de me poser des questions que je m'étais pas posées. Ouais. Et... Mais c'est un métier passion, hein. Ça fait partie de cette catégorie des métiers. Si t'es pas passionné, ça sert à rien. Tu peux y aller, tu vas faire 3 mois, ça va te dégoûter, on va te parler comme une merde pendant 1 an, 2 ans. Tu vas dire c'est pas pour moi, ça me fatigue, je sais pas pourquoi ils aiment ça. Mais ça, après, on en a vu plein et de plus en plus de jeunes qui rentrent en école de cuisine parce qu'ils adorent Top Chef et ils pensent que la cuisine, c'est on te met derrière un poste de travail, on te donne un panier mystère et tu crées ton plat. Bah non, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire on peut, avec le temps, quand on a des postes à responsabilité, comme je disais tout à l'heure, se créer un peu ces moments où on se fout 3 produits sur le plan de travail et on se dit vas-y, fais un plat avec ça. Mais c'est moi pour moi. Ça veut dire quand on bosse dans une brigade, dans une grande brigade, forcément, on bosse pour les gens. On fait ce qu'on nous demande de faire, on taille les herbes, on trie les pousses, on range les légumes, voilà, on fait les trucs que personne veut faire en fait. C'est un peu ça. Et du coup, au début, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se découragent à ce moment-là. Et c'est ça que je parle de tsunami. Ça veut dire si tu arrives à passer ce moment-là, ce moment où on te parle mal, où enfin, c'est pas partout, on te parle pas mal, mais où on te met face à la réalité du métier. Si tu arrives à passer ce moment-là et à passer ce cap-là, derrière, c'est le plus beau métier du monde, quoi. Tu t'éclates, tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. T'es libre, tu peux créer tout ce que tu as envie de créer. Et il y a cet esprit de créativité qui est vraiment présent tout le temps, en fait. D'accord. Bah justement, j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce que tu crées tes plats? Comment est-ce que tu crées tes menus? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'y pensais. Je me demandais, moi, sur mon podcast en termes d'épisodes, et je me suis dit si j'allais peut-être pas faire un sujet sur comment créer un plat. Mais bon, je me suis dit que ça parlerait pas trop aux gens. Du coup, c'est bien que tu me poses la question pour le faire au cours d'un autre entretien. Mais en gros,
essaye là de t'imaginer, je sais pas, le goût je sais pas, d'une tomate. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'imaginer le goût d'une tomate en bouche? Oui, je crois, ouais. Et ben si tu te mets avec genre du vinaigre balsamique ou de la mozza, tu vas avoir le goût de la tomate mozza dans ta bouche. Ouais. Tu vois un peu cet esprit. Et ben en fait pour tous les autres plats, ça marche un peu dans le même esprit. Par exemple, bah tiens, exemple très concret. Hier et aujourd'hui, j'ai fait un dessert au panais. Alors le panais, c'est ce légume racine un peu oublié. Ça ressemble un peu à une carotte, c'est ça? Ouais, ça ressemble un peu à une carotte, mais en beaucoup plus blanc, un peu, tu sais, Ouais. à la limite doré, un peu, enfin blanc, ouais, vraiment blanc. Ouais, ok. Et j'ai fait un dessert à base de ça. Et tu t'imagines un peu le goût du panais qui est un peu sucré. Il est un peu sucré dans l'esprit d'une patate douce, tu vois, c'est un légume qui est un peu sucré. Ouais. Et du coup, tu t'imagines un peu ce goût et tu te dis, tiens, est-ce qu'avec ça, et tu te fais le truc en bouche, en fait, tu te fais le mélange dans le cerveau D'accord. et t'as cette genre de salivation qui te dit ça marche ou ça marche pas. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, tu le fais vraiment naturellement, en fait, et t'essayes de t'imaginer un aliment avec un autre. Uh-huh. Et tu te dis, tiens, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et si tu as un doute et que tu te dis ça pourrait marcher, bah t'essayes et tu te dis, ah bah tiens, ça marche. Et ou alors, ah bah ça, je pensais que ça allait peut-être marcher, mais au final, non, c'est pas bon du tout. Ouais. J'avais essayé une fois de faire un dessert avec de la pomme de terre. Alors, je sais que ça marche parce qu'il y en a qui y arrivent. Moi, la première fois où j'ai essayé, c'était un échec monumental et c'était pas bon du tout, quoi. Donc, après, tu as des idées, t'essayes, ça marche, bah tant mieux pour toi. Et si ça marche pas, bah tu réfléchis à le faire autrement et tout. Il y a un truc qui est très prenant dans ce côté-là, c'est en fait, t'es toujours en train, quand tu goûtes un truc, un machin, tu te dis, tiens, avec quoi je pourrais le mettre, avec quoi j'ai moi un dessert qui marche bien, c'est l'avocat chocolat blanc. Ben on n'y pense pas trop, Ah non, mais effectivement. ça fonctionne super J'adore bien. j'adore Alors, les je suis deux pas le ingrédients, premier. mais je me suis jamais posé la Ah question ouais. de les mélanger. Bah non, mais tu vois, essaye dans, tu vois le goût de l'avocat, tu vois le goût du chocolat blanc. Bah tu sais, si t'essayes de te le faire un peu, tu vas avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Et bon après, il faut le travailler avec l'expérience. Il faut goûter des choses. C'est-à-dire à un moment donné, si je te dis ça, il faut essayer, il faut goûter, et il faut voir si ça te parle ou pas à toi, tu vois. Après, chacun est propre à son propre palais, tu vois. Ouais. Mais tu peux te faire une idée comme ça dans la tête. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, t'imagines D'accord. des trucs et tu te dis, voilà, tu t'essayes de te faire saliver ce goût-là un peu. Hmm. Et ouais, c'est un peu comme ça que je fais. Alors après, il y a des trucs, tu sais que ça marche parce que tu lis des livres et parce que tu vois les autres faire et t'essayes de le faire comme eux et après un peu à ta sauce. Ouais. Mais en gros, enfin, pour schématiser le principe de base de la cuisine, tu pars des bases, des principes fondamentaux justement de la cuisine. Tu pars des bases de sauce, des bases de plats, bœuf bourguignon, tous ces plats classiques français. Et après, une fois que tu maîtrises bien tes bases, tu peux aller dans le côté créatif. Mais c'est important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Top Chef et qui pensent qu'ils vont faire des trucs super créatifs tout de suite. Et du coup, ils sont un peu déçus quand ils arrivent et ils se disent bon bah au final on fait des taillages de base, on apprend à tailler des légumes en brunoise, en minestrone, en tout ça, on apprend des taillages de base. Et tu dis mais moi j'étais venu pour faire des associations, pour tester des trucs. Tu dis ouais mais c'est pas comme ça au début, donc ça vient avec le temps. Mais il faut toujours passer ce cap et se dire voilà j'apprends mes bases, je fais un peu mon service militaire, tu vois, tu fais tes bases, tu fais ton truc. Et une fois que tu as passé ce cap, tu peux toi être libre de créer tes propres choses. Mais tu es obligé de passer par la case où tu apprends tes bases parce que même pour des préparations, on va dire évoluées, même très créatives, qui n'ont rien à voir avec les plats de base, tu as des techniques. En fait, tu es obligé d'avoir les techniques de base pour pouvoir créer derrière. Tu peux pas arriver et créer des plats extraordinaires tout de suite. Tu es obligé de passer par une phase où les techniques de base, bah, c'est les mêmes pour beaucoup de préparations. Et après, tu les dérives en changeant les produits. Mais les techniques de base, tu es obligé de les apprendre. Et c'est pour ça que ça déçoit pas mal de personnes. Mais ouais, voilà. D'accord. D'accord. Pour revenir à cette question que je t'ai posée, quand tu crées un nouveau plat, par exemple, déjà, quand est-ce que tu fais ça? À quel moment? Bah, à quel moment? Moi, là, c'est au cours de ma matinée. Alors, moi, je suis un peu en horaire décalé, comme je te disais en off tout à l'heure. Je commence, moi, le travail. J'attaque le boulot à 6h30, à peu près. 6h30, 6h45, ça dépend des matins. Et je termine autour de 15h, 15h30. Et du coup, bah, pendant ma matinée, par exemple, les jours où c'est un peu plus calme, où on a moins de... Alors là où je suis, on fonctionne sur réservation. Oui. Donc, ça bouge un peu au cours de la matinée, mais très peu. On sait vraiment la veille ou l'avant-veille ce qu'on a à faire. Donc, soit on se met en place la veille, donc on fait toute notre mise en place, on dessine notre menu la veille, et comme ça, le lendemain, le jour J, on sait qu'on a du temps à consacrer à un essai. Donc là, à ce moment-là, on se pose 1 heure, 2 heures, et on essaye ce qu'on a essayé.
Ou alors, quand on a un peu moins le temps, mais qu'on veut quand même tester des trucs, bah, on lance des préparations longues, on lance les choses longues le matin. Et puis, au cours de la matinée, on fait plusieurs choses en même temps. En fait, on se lance une petite préparation d'un essai à côté de notre mise en place de la carte. Et en gros, de fil en aiguille, au cours de la matinée, petite préparation par petite préparation, on arrive à avoir un essai qu'on peut goûter juste avant le service ou après le service. Donc, c'est au cours de la matinée où, en fait, c'est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, c'est-à-dire la veille, tu as fait tout ton menu du lendemain, et ben le jour J, le lendemain, tu arrives, ton menu il est fait, tu n'as plus qu'à te consacrer à tes essais. Et du coup, tu peux essayer des nouvelles choses. Alors après, ça m'arrive d'essayer des choses sans filet. Par exemple, le dessert au panais que je te parlais là, ben, je l'ai décidé le matin et je l'ai mis à la carte au midi pour les clients. C'est-à-dire, si je foirais mon dessert, il n'y avait pas de dessert le midi, donc c'était un peu embêtant. Mais après, quand tu y crois, tu te dis, bon, allez, ça va marcher. Et puis, tu fais en sorte que ça marche. Donc, après, avec l'habitude, plus tu travailles, de toute façon, plus tu acquiers de l'expérience et plus tu as d'expérience, plus tu es capable de te dire, bon, il me reste 2 heures, qu'est-ce que je suis capable de faire? Dans le sens où vraiment, est-ce que là, j'ai les ressources et la capacité de faire tel truc en tant de temps? Bah, tu te dis oui ou non. Mais si tu te dis non, tu le fais pas, évidemment. Et puis, si tu te dis oui, tu fonces et tu dis, allez, ça passe. Mais il y a cette idée d'organisation et vraiment d'expérience. Donc, au début, tu as un peu plus de mal à t'organiser tes journées. Tu es un peu dans le rush à midi, tout ça. Tu te dis, bon, putain, j'ai des trucs qui sont pas prêts. Mais avec l'expérience, tu arrives quand même à avoir cette idée de ce que tu es capable de faire ou non, quoi. Ok. On va changer légèrement peut-être de... Bah, on reste dans le sujet central, hein, très clairement. Ouais. Mais j'ai une question importante. À quel point est-ce que le goût, le sens du goût, à quel point il est universel? C'est-à-dire, si tu as quelqu'un qui dit, alors ça, ce que tu viens de me faire là, me faire manger, c'était excellent. Ou au contraire, s'il dit, c'était dégueulasse. Est-ce que c'est vraiment excellent? Est-ce que c'est vraiment mauvais? Ou est-ce que c'est très, très personnel? Et c'est ça que je me demande. Ouais, c'est une question qui est pas facile, mais ouais, je pense qu'il y a un côté quand même très personnel à ça. Il y a des gens qui vont adorer certaines choses et d'autres qui vont détester d'autres choses. Alors après, tu as quand même une ligne de conduite globale sur les assaisonnements. Ça veut dire quelque chose qui est trop salé, pas assez salé. La majorité des gens vont avoir tendance à le sentir. Si ça pique trop, si ça pique pas assez, ça c'est des trucs qui sont un peu plus universels. Okay. Après, sur les termes d'association un peu, entre guillemets, étranges, ça, je pense que c'est au bon vouloir de chacun. Il y en a qui vont adorer le sucré salé, ce qui est mon cas. Il y en a qui peuvent pas voir un plat sucré-salé parce que ils veulent soit salé, soit sucré, mais pas les deux en même temps. Après, ça, c'est quand même un côté très personnel. Après, tu as des classiques qui, on sait pas trop pourquoi, plaisent à quasiment tout le monde. Tu fais des burgers, des machins, il y a personne, enfin très peu de gens qui vont te dire j'aime pas les burgers ou j'aime pas ça. Tu vois, donc il y a un côté universel dans ce sens-là, mais c'est plus par coutume, par tradition. Tu vois, mais les trucs un peu différents, ouais, je pense que ça passe ou ça casse. Genre, c'est rare quand on te dit j'aime bien, tu vois, c'est soit t'aimes pas, soit t'aimes beaucoup, mais les trucs un peu osés, ouais, je pense que c'est au bon vouloir de chacun, mais comme je te disais, les trucs universels, c'est vraiment les assaisonnements où tu peux savoir quand un plat est trop salé ou non, et après, sinon, je pense que, ouais, il y a un côté vraiment très personnel à ça. Chacun a son propre palais. Mais du coup, par rapport à ça, comment les critiques, comment ils font pour dire c'est bon ou c'est mauvais? Moi, ça me perturbe toujours un petit peu, ça, donc je voulais avoir ton avis. Après, ils ont leur propre goût, mais fort de leur expérience, ils savent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc ça veut dire que même s'il y a un truc que moi personnellement j'aime pas, je vais avoir l'objectivité de me dire moi j'aime pas, mais l'association elle fonctionne. T'as cette expérience au fil du temps de te dire même si moi j'aime pas, est-ce que la majorité des gens vont trouver ça bon? Alors moi j'aime pas parce qu'il y a tel produit, mais les gens qui aiment ce produit vont aimer ce plat. Tu vois, t'as ce système-là. Puis après ils sont plusieurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs tours dans l'année. Exemple, le guide Michelin, dans les restaurants, ils peuvent passer 2, 3, 4 fois. Tu sais jamais quand ils passent, déjà. C'est un truc qui est secret, ils s'annoncent jamais. Ils viennent en client, entre guillemets, lambda, mystère. Ouais. Et tu sais pas quand est-ce qu'ils sont là. Alors, des fois, il y en a qui s'annoncent à la fin du repas. Il y en a qui s'annoncent pas. Donc, tu sais pas vraiment. Et ils sont plusieurs à passer, donc c'est pas les mêmes palais. Donc, forcément, dans le lot, après, ils se réunissent et ils font une globalité. D'accord. Et comme je te disais, t'as l'objectivité de te dire à un certain moment... bon, bah, cette association-là, pas pour moi, mais ça doit fonctionner. Ouais, voilà, tout est question d'expérience, en fait. Tu arrives à faire la différence et d'être objectif surtout, en fait. D'accord. Bon, mais t'as très bien répondu à la question là par rapport aux critiques typiquement du guide Michelin. En fait, la solution générale, outre la capacité à remettre en cause sa subjectivité, celle du
du critique. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils sont un certain nombre à venir, C'est ça. à goûter les mêmes plats. Et puis après, il n'y a pas que la ils- cuisine. Puis après, il n'y a pas que la cuisine en critère pour un restaurant étoilé. Ça veut dire que si tu sers un plat qui mérite 3 étoiles seulement l'assiette, et ben derrière, si on te sert ça dans un local à vélo, bah forcément, tu n'auras pas d'étoile, tu vois. Genre, Je comprends. il y a tout, en fait. Il y a le service qui rentre en compte. Ouais. Il y a est-ce que c'est propre? Enfin, ça, normalement, si tu cherches une étoile, oui. Est-ce que le service te sert tout le monde en même temps à la table? Est-ce que tu n'attends pas 3 heures? Est-ce que on te resserre ton verre quand il est vide? Est-ce que toutes ces petites choses-là qui font que c'est pas que la cuisine, il y a aussi le choix de la vaisselle par rapport au plat. Il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le lieu global, la décoration qui rentre aussi, l'espace entre chaque table, tous ces détails qui font, par exemple, j'ai eu la chance, moi, à Rome, d'aller manger dans un restaurant de 2 étoiles. Et dans ce restaurant-là, avant le dessert, c'était un dessert champagne, pêche, vanille. Et ben, juste au moment où ils ont débarrassé les plats, ils nous ont amené des serviettes légèrement chaudes qui étaient infusées avec un goût de vanille, une odeur de vanille. Et quand ils t'amènent les serviettes à table, t'as rien à table, mais t'as cette odeur de vanille qui embaume la table et tu te dis, mais ça vient d'où? Tu prends ta serviette, tu sens, elle est un peu chaude, elle sent la vanille. Et tout de suite, tu sais, t'as envie qu'ils t'amènent le dessert et t'es vraiment dans cet esprit de le détail, en fait. Tout se joue dans le détail. C'est ça, pour résumer. En gros, c'est vraiment le détail. Et on a tendance à penser qu'un restaurant étoilé, c'est que une cuisine. Là, je parle beaucoup de la cuisine parce que c'est mon métier. Mais il y a énormément de corps de métier qui gravitent autour de ça. Il y a des serveurs, des maîtres d'hôtel. Après, c'est pareil. En service, c'est pareil. C'est très hiérarchisé. Hein. T'as les chefs de rang, les premiers chefs de rang. Alors ça, je m'y connais moins, mais t'as les commis de salle. C'est un peu le même principe qu'en cuisine. Donc, c'est vraiment un ensemble. C'est le restaurant qui rentre en ligne de compte et pas que la cuisine. On parle de restaurant étoilé et pas de cuisine étoilée, d'ailleurs. Ouais, non, mais ça je le comprends très bien. Mais malgré ça, je pense que ce que tu as dans l'assiette, c'est quand même ce qui est central. Oui. Ah bah oui, non mais après, même évidemment. Même si tu évidemment. peux pas te passer du reste, C'est ça. pour avoir plusieurs sûr. étoiles, une ou plusieurs étoiles au guide Michelin, je pense que c'est un ensemble, de toute façon. J'espère qu'ils se concentrent là-dessus en priorité. C'est ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais si tu as le plat qui vaut 3 étoiles et que ton service, il vaut que 1 étoile, eh ben peut-être que tu resteras à 2, tu vois, alors que la cuisine, elle en vaut 3. Ouais. Donc après, ça se joue sur un ensemble de petits détails qui fait. Puis après, ça se joue aussi sur la personnalité du chef. Après, au bout d'un moment, quand tu arrives dans les 3 étoiles, c'est vraiment quasiment le chef qui est évalué personnellement. En fait, les étoiles, elles sont en nom propre. Au bout d'un moment, elles sont plus pour le restaurant, elles sont en nom propre pour le chef. D'accord. Donc, un chef qui quitte un restaurant 3 étoiles, il garde ses étoiles, en fait. Il part avec ses étoiles. Donc, c'est là où il y a un côté vraiment très personnel à ça. Donc, il y a un côté en même temps global pour l'ensemble du restaurant. Et comme tu dis, effectivement, la cuisine a évidemment un rôle central là-dedans. Ça veut dire que si le chef, il est vraiment reconnu, et ben, il part avec ses étoiles et il les retrouvera peu importe où il va, quoi. Ouais, je comprends. Bon, bah, j'ai appris plein de choses. On va revenir à certaines questions qui reviennent dans ce podcast. Qu'est-ce que les gens qui connaissent rien à ton domaine, à la restauration, on va dire au sens large du terme, si tu veux préciser le domaine, tu pourras le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser? Quels sont les clichés autour de ton domaine? Bah, les clichés, il y en a un facile, c'est Top Chef. Tout de suite, les gens qui sont pas du tout du milieu, ils vont se dire la cuisine. Vu qu'il y a une émission qui parle de ça et qui tourne autour de ça, quand t'as qu'un seul point de vue, t'as tendance à te fier à ce point de vue. Ça veut dire que c'est pas de leur faute, mais quand t'as que cette vision-là, bah forcément tu crois ce que tu vois. Donc il y a un moment donné, tu te dis la cuisine, il nous montre ça, ça doit être ça. Alors après, les gens sont pas débiles. Je suis pas en train de dire que les gens sont débiles, mais évidemment, t'as une image un peu plus top chefisée de la restauration. Et tu te dis, c'est peut-être vraiment comme ça. Ils arrivent le matin, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils font des trucs un peu, des créations tout le temps, machin. Alors, il y a ce côté-là, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est un des clichés aussi. Et qu'est-ce que les gens pourraient penser d'autre? J'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça. Bon, mais un seul, ça peut suffire. Hein. Ouais. Le côté vraiment Top Chef, de se dire la cuisine, c'est comme on voit à la télé. Et ouais, j'ai pas d'autres idées là, en vrai. Non, mais très bien, très bien. Et du coup, à l'inverse, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est sûr dans ton domaine? Qu'est-ce qui est sûr dans le domaine, c'est qu'il faut être passionné. Il faut que ce soit la passion qui parle. Et quand on va dans un restaurant où on mange bien, il faut se dire que les gens qui sont derrière, c'est des passionnés, c'est évident, parce que quand on n'est pas passionné, ça se ressent dans l'assiette.
Alors, je sais pas comment ça se ressent dans l'assiette, mais dans les assaisonnements, dans les goûts, je suis capable aujourd'hui d'aller manger dans un restaurant et savoir si la personne qui est derrière aime ce qu'elle fait ou non. Ça se sent tout de suite. Ah Et ouais. même quelqu'un de lambda est capable de sentir ça, je pense, de voir s'il y a eu de l'amour. On parle souvent d'amour. C'est un métier où on transmet de l'amour. Ça veut dire s'il y a de l'amour dans un plat, ça va se sentir obligatoirement, ça va créer une ambiance à table et il y a quelque chose qui va se passer et c'est ça qu'on essaye de transmettre. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est fondamental. C'est vraiment l'amour, le plaisir, la passion. Voilà, amour, plaisir, passion, c'est magnifique. Ouais, non, c'est vraiment ce côté-là de transmettre quelque chose. Moi, je suis le premier quand on me demande une recette, un truc à aller expliquer, à aller au fond des choses. Ça m'est arrivé de donner des recettes à des proches. Ils la réussissent pas, ou moi chez quelqu'un, je réussis pas ma recette. Et ça me réveille. Alors vraiment, ça me réveille vraiment la nuit. Et mais vraiment, il y a des nuits où je me réveille et je me dis ah bah tiens, la solution à ça, c'était ça. Et putain, je me lève, j'écris, j'envoie un message et je me dis putain, ça a pas marché pour ça. Alors que la personne, elle s'en fout. Tu vois. C'était il y a 3 jours. Elle a oublié que t'avais raté des gnocchis, etc. Et toi, ça trotte dans ta tête et tu te dis mais putain, pourquoi ça a pas marché? Et une nuit, t'as une illumination, tu te réveilles et tu te dis putain, c'est pour ça. Et du coup, tu te lèves, t'envoies un message à la personne, elle dit quoi? Non, mais on s'en fout, nous, tu sais. Pas grave. Mais ouais, il y a ce côté transmission, vraiment passion, qui est intéressant dans notre métier, ouais. D'accord, d'accord. Ouais, si on veut si on veut être dans la restauration, il faut être passionné. C'est Ouais, vraiment. parce que de toute façon, déjà, de un, on tient pas le coup, et Ouais. de deux, on prend pas de plaisir, et enfin, franchement, aller au boulot, c'est dur, c'est physique, on fait des horaires de barjo. Si en plus t'aimes pas ça, bah, c'est mort, tu vas arrêter, tu vois. Et quel que soit l'environnement, quel que soit le type de restaurant, quel que soit, Ouais. ou est-ce que c'est encore plus vrai, typiquement dans le gastronomique, ou Bah, c'est plus vrai dans les endroits où on va dire il y a une attente autour de la cuisine. Alors non pas qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'attente, mais quand tu vas manger dans un fast-food ou un truc comme ça, t'as pas vraiment d'attente quant à la restauration, donc t'es pas forcément obligé d'être passionné pour bosser dans ces endroits-là parce que c'est plus un job qu'un vrai métier passion. Hmm. C'est des gens, généralement, ça tourne beaucoup les postes, Ouais. ça fait pas de longue carrière, soit des jobs étudiants ou des jobs de courte durée. Mais ouais, tous les secteurs où tu as un peu d'attente au niveau de la restauration, où les gens sont vraiment posés à attendre ce qu'ils vont manger, Ouais. là, tu es obligé parce que tu te mets une pression, toi, les dirigeants, les patrons te mettent une pression, euh, tout, tout le monde se met un peu la pression pour sortir quelque chose de qualité. Et ouais, à ce moment-là, c'est obligé d'être passionné parce que sinon, vraiment, c'est pas possible de tenir la route et tu prends pas de plaisir. Donc, à partir du moment où tu prends pas de plaisir, tu traînes la patte pour aller au boulot. Et comme je te disais, après, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire, si toi, tu prends plus de plaisir, bah, tu vas transmettre une mauvaise onde à ton équipe ou aux équipes qui est autour. Les serveurs, ils vont faire la tête. Les clients, ils vont pas être contents parce que les serveurs font la tête. Parce que ce qu'il y a dans le plat, bah, ça fait la tête aussi. Parce que le cuisinier derrière, il fait la tête, il est pas heureux. Donc, il met pas d'amour dans son plat. Donc, le serveur met pas d'amour à l'emmener. Donc, le client prend pas de plaisir à manger. Tu vois, c'est tout un cercle Ouais. qui fait que si t'as pas de plaisir, de toute façon, on va te le faire comprendre. Et si ce que tu sors, ça plaît pas aux gens, de toute façon, enfin, tu sais, on a un métier où c'est bien d'avoir un bon CV, mais quand tu arrives dans le concret, si tu fais pas l'affaire, bah, ta période d'essai, en fait, tu sautes. Je veux dire, il y a plein de monde. Et si tu fais pas l'affaire, ça veut dire que t'as beau avoir le meilleur CV du monde. C'est un métier où concrètement, si t'arrives pas à faire le job, eh ben, ça se voit tout de suite, en fait. Donc, t'as beau dire, t'as bossé dans 15 000 palaces, fait 12 000 restaurants étoilés. Si t'arrives et que t'es pas bon, bah, t'es pas bon. Ça se voit. Ton métier, c'est tes mains. Donc, ça veut dire que si t'arrives pas à faire ce que tu vends sur ton CV, ça va se voir tout de suite. Alors que Hmm. peut-être dans un emploi un peu plus classique de bureau, etc., tu peux t'en sortir pour retomber un peu sur tes pattes, peut-être. Alors, moi, je parle d'un truc que je connais pas, là, mais peut-être que tu peux plus t'en sortir. Alors que là, quand ton métier, c'est vraiment tes mains, tu peux pas mentir, en fait. C'est-à-dire, si tu sais pas faire, ça va se voir tout de suite. Hmm. Et on est dans un métier où faut être concret, faut maîtriser ce que tu fais. Sinon, ça se ressent. Et si après toi, tu as la pression, tu prends plus de plaisir, c'est ce que je disais, tu transmets pas de plaisir aux gens. Et le but de ce métier, c'est de transmettre du plaisir aux gens. Donc, si t'arrives pas à faire ça, et si toi-même, tu te sens pas capable de donner du plaisir aux gens sur ça, bah, arrête, tu sais, ça sert à rien. Tu te fais du mal, tu fais du mal aux gens. C'est un truc qui est pas viable, quoi. Hmm. D'accord.
D'accord. Est-ce que alors, je crois que c'est la première fois que je pose cette question, mais je pense elle est super importante d'un point de vue général. Ouais. Et elle sera peut-être difficile, mais tant pis. Ouais, vas-y, vas-y. Là, on est quand même dans une période avec beaucoup de changements. Donc, Mm. bon, il y a eu la pandémie, il y a eu, mais même sans ça, on est dans une période où le changement, ça va très vite, ça s'accélère et tout. Qu'est-ce que, dans ton domaine, qu'est-ce que tu penses qui ne va pas changer? Je te donne un exemple ridicule peut-être, hein, mais je le donne quand même. Il y a certaines œuvres de science-fiction où les gens ils mangent une pilule, ils prennent une pilule et puis ils sont Ouais. nourris pour leur journée et reprennent une pilule le lendemain. Mm. Ouais, Donc là, oui, on est ouais. dans un cas Bon de exemple. complètement extrême. Mm. Voilà. Ma question c'est ça. C'est à ton avis, par rapport à la restauration, qu'est-ce qui ne va pas changer? Ouais, c'est une bonne question. C'est un bon exemple, ce truc de pilule que tu manges pour te nourrir. Qui prend du plaisir à avaler une pilule? Personne. Enfin, moi, je connais personne qui prend du plaisir à avaler une pilule. Tu sais, comme je te disais, on a un métier qui vend une émotion. Mm. On arrive dans un monde où, bon, j'ai 21 ans, ça fait, j'ai pas la science infuse, etc., etc. Mais bon, passé ça, on arrive dans un monde où il y a de moins en moins d'humanité, pardon, et de moins en moins d'émotions. On nous lisse tout de plus en plus. Et le fait d'avoir un endroit où, quand tu vas dans certains restaurants, tu sais que ça va te procurer des émotions, que tout le monde a déjà eu cette sensation d'aller dans un resto, d'avoir un plat et de kiffer le plat et de se dire putain, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que j'ai bien mangé, tu vois, d'avoir ressenti un tas de trucs. Et même l'ambiance générale d'un restaurant. Enfin, putain, ça fait 1 an qu'on peut plus aller au restaurant presque. Mais ça manque à tout le monde. Ça manque à tout le monde. Pourquoi? Parce que cette émotion-là, on pourra jamais la retirer. Donc ça veut dire que même si on peut se nourrir avec des pilules, alors je serais peut-être le premier à le faire sur les journées où t'as vraiment pas le temps ou machin. Mais il y aura toujours ce côté plaisir. Il y aura toujours ce côté à vouloir aller se faire un restaurant, manger une bonne viande ou un bon plat, tu vois. Il y aura toujours ce truc-là un peu épicurien du truc où quand t'es avec des amis, bah, tu vas boire ta bière en terrasse et derrière, tu te fais ton entrecôte, tu vois. C'est un truc basique. Mais ce truc-là, et d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle à ce moment-là parce qu'avec cette pandémie, on s'est rendu compte que c'était vraiment indispensable pour tout le monde et que putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'aller se poser au restaurant et de manger un bon plat, tu vois, avec des émotions, des trucs. Et ça pourra jamais être remplacé, je pense. C'est vraiment le truc fondamental qui changera pas, c'est la transmission d'émotions et ce côté moment convivial, ce côté moment où t'apprécies ce que t'es en train de faire, tu vois. On en a de moins en moins et on nous en retire de plus en plus avec la période. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y en a qui sont vraiment importants. Et ça, je pense que peu importe ce qui peut se passer dans le monde, tout le monde a besoin de manger tout le temps et personne n'a envie de manger que des pilules. Donc il y aura toujours ce côté où tu pourras pas te faire à manger par un robot. Enfin, il faut cette patte humaine, il faut ce côté convivial, ce côté où tiens, bah, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Si le mec il est pas passionné derrière, ça va se sentir dans ton assiette. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu mets un robot, tu pourras pas inculquer de la passion et des émotions à un robot. Tu vois, il sera forcément robot, tu vois. Donc forcément, il n'y a pas d'émotion. Donc si le mec qui fait n'a pas d'émotion, si même le robot qui fait n'a pas d'émotion, tu auras moins d'émotion en mangeant ton plat, c'est sûr et certain. T'as beau mettre la meilleure recette dans les mains d'un robot, ce sera jamais pareil parce qu'il y a ce truc de c'est fait manuellement. Et on retourne d'ailleurs de plus en plus vers ce truc un peu manuel, un peu bio, un peu local, tout ça. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui changera jamais, en vrai. D'accord, d'accord. Dans tout ce que tu as dit là par rapport aux émotions et tout, à quel point est-ce que le partage, la convivialité, à quel point est-ce que c'est important? Pareil, je te donne un exemple. Une question exemple. Vous voyez régulièrement des gens dans des restaurants, on va dire haut de gamme. Est-ce que vous voyez régulièrement des gens qui viennent manger seuls? Parce qu'on peut imaginer qu'on a de l'émotion Ouais, en mangeant notre plat, même ouais. si on est seul. Ouais, ça arrive. Ouais, ça Ça arrive. arrive? Alors, Ok. c'est rare, évidemment, parce que rarement sur un coup de tête, tu vas te faire un resto tout seul. Et ça, c'est plus par coutume les gens ont peur un peu de la solitude. Tu sais, maintenant, les gens, dans la moindre file d'attente, ils sortent leur smartphone parce que, putain, on fait rien, ça va pas, tu vois. On a tendance à paniquer quand on est tout seul de plus en plus. Et donc, c'est de plus en plus rare. Mais ouais, ça arrive. On a des clients habitués. Alors là où je bossais en brasserie, c'est des gens qui sont au boulot sur leur lieu de travail et qui descendent pour aller manger au restaurant. Quand tu es au boulot, t'as pas toujours envie d'être avec tes collègues. Tu sais, tu les vois toute l'année, tous les jours, toutes les heures. Et bah des fois, on avait des mecs qui venaient, des mecs ou des femmes d'ailleurs, qui venaient manger tout seuls au restaurant. Ils prenaient leur moment de pause, quoi. Ils méritaient leur pause et ils venaient manger, se faire plaisir au restaurant.
Et ce côté-là, on l'a encore, ouais. Alors après, ouais, comme je te dis, c'est plus rare, c'est plus le midi. Le midi où il y a à côté d'entreprises, où c'est des gens d'entreprise qui prennent leur pause tout seuls. Et on avait des clients habitués. On avait un client qui venait tous les jours, tous les midis, tous les soirs, tout le temps. Il était là tout le temps. Et il venait manger tout le temps. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, tu sais. Quand on vient manger et qu'on revient tout le temps manger et qu'on te fait que à manger toi tous les jours, bah c'est une récompense, c'est formidable. Tu te dis, le mec, il aime ce que tu fais, tu vois. Donc même si tu as un client, c'est comme, tu sais, ça rejoint un peu, je me suis lancé dans mon podcast là il y a début février, et je pars du principe que même s'il y a une personne, une seule, qui écoute ce que je fais et qui apprécie un peu ce que je fais et à qui ça sert, bah c'est gagné, tu vois. Tu sais, à partir du moment où tu as une personne, il en faut pas 10 000. Alors après, évidemment, quand on a 10 000, 100 000, c'est exceptionnel et c'est plus gratifiant. Mais ne serait-ce que un, ça suffit à faire le bonheur, tu vois. Genre, tu te dis, il y a une personne sur Terre que je connaissais pas, qui vient et qui écoute ce que je fais et qui mange ce que je fais. Tu vois, et cette sensation pour n'importe quoi dans la vie, c'est assez fou de se dire que des gens te donnent de leur temps, ce qui est quand même le plus précieux, tu vois, et viennent manger ce que tu fais et pas autre chose. Tu vois, il y a ce côté, cette sensation-là. D'accord, d'accord. Et pour en revenir à ma question initiale, du coup, le côté convivialité, voilà, à quel point est-ce qu'il est important dans cette expérience du restaurant, hein, voilà, Ouais. de s'alimenter et de. Bah, c'est important parce que quand tu es avec des personnes que tu apprécies, tu es forcément dans une ambiance derrière que tu vas apprécier. C'est déjà arrivé, et ça a déjà dû arriver à quasiment tout le monde, d'aller au restaurant avec des potes, des amis, de la famille, et de passer un super bon moment, alors que ce que tu avais dans l'assiette et les serveurs étaient pas forcément très agréables, et c'était pas forcément super bon, tu vois, c'était un peu banal, mais tu as quand même apprécié le moment. C'est-à-dire, tu rentres le soir, tu dis, tu as kiffé ton restaurant parce que tu étais dans une ambiance avec des gens que tu apprécies, tu as rigolé, tu as bu 2-3 coups, tu étais content. Et voilà, donc ce côté convivial, il peut faire passer d'un moment banal à un moment vraiment bon, même si c'est pas le restaurant qui était au centre de ce moment, tu vois. Mais c'est un lieu de partage et de rencontre, au-delà du fait de ce que tu manges. Pardon. Au-delà du fait de ce que tu as dans l'assiette, de ce que tu manges, c'est un vrai moment qu'on vend, pardon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, tu vends un moment d'émotion, tu vends comme un spectacle, en fait, un service, et les gens sont assis autour d'une table. C'est de plus en plus rare aujourd'hui qu'il y ait 4, 5, 6 personnes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent ensemble sans trop de téléphone, sans trop de machin. Et là, c'est vraiment un moment où tout le monde est concentré sur soi-même. Alors, peu importe ce que tu as dans l'assiette, bon, je devrais pas dire ça, mais tu sais, il y a des fois où peu importe ce que tu as dans l'assiette, peu importe à partir du moment où tu es avec des gens que tu apprécies et que tu passes un bon moment, tu vois, c'est un des seuls lieux, je trouve, le restaurant qui te permet un peu cette convivialité, tu vois, dans cet esprit-là. Alors, il y en a d'autres, mais vraiment l'esprit où tu es assis autour d'une table et tu peux discuter, rigoler avec des amis, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire ça à part chez toi. Tu vois. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, Je sais pas si ça a répondu, si, bien à ta si, question, mais si, tout à fait. Ouais. Non, je voulais, voilà, tu t'avais parlé de convivialité tout à l'heure, et je voulais revenir un petit peu dessus parce qu'effectivement, je me suis posé la question là, ouais. au cours de notre discussion. À quel point est-ce que, voilà, enfin, bon, je repose la même question, mais à quel point est-ce que le côté convivial, est-ce que l'échange, le partage autour du fait de manger, autour du fait d'avoir ces émotions autour de l'expérience de manger, à quel point c'est important, ou est-ce qu'on s'en passe, et tu m'as dit que c'était important, mais tu m'as aussi dit qu'il y avait des gens qui venaient manger tout seuls et qui appréciaient leur expérience quand même. Mais après, tu sais, il y a un côté où c'est un peu les gens, enfin, énormément de gens fonctionnent beaucoup par habitude, et il y a beaucoup de personnes qui vont tous les ans au même endroit en vacances. Oui. Parce que ils sont habitués à cet endroit-là, et ils savent qu'ils vont trouver quelque chose de particulier à cet endroit-là. C'est un peu pareil pour le restaurant. Donc, tu as ce côté convivialité avec les personnes avec qui t'es à table, avec qui tu manges, avec qui tu viens au restaurant. Mais tu as aussi ce côté convivialité où si tu apprécies énormément les serveurs qu'il y a sur place, si tu apprécies énormément le patron du restaurant, par exemple, eh ben, tu vas avoir un côté convivial, mais différent qu'avec les personnes que tu connais. Ouais. Tu vois, c'est un côté convivial avec les serveurs. Si tu es habitué à avoir toujours le même serveur, eh ben, tu vas revenir dans ce restaurant parce qu'il y a, entre guillemets, ton serveur. Comme le même principe que si tu vas en vacances toujours au même endroit, parce que tu sais qu'il y a tel animateur, tel réceptionniste, tel patron de camping ou club de vacances. Et tu sais que tu vas retrouver ces moments de convivialité avec eux.
Donc, t'as le côté convivial avec les personnes avec qui tu viens, et tu peux aussi retrouver un côté convivial avec l'équipe du restaurant, l'équipe de l'endroit où t'es, en fait. Et c'est ça qui peut aussi fidéliser, on va dire, la clientèle. D'accord, d'accord. Bon, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller par rapport à ce sujet central aujourd'hui? Donc, quand je parle de ressources, c'est des livres, c'est des sites internet, c'est des chaînes YouTube, c'est des podcasts. Ça peut être des émissions de télé comme Top Chef, même si je suis pas sûr que c'est ça que tu vas recommander. Mais, oh bah si, franchement, moi je suis le premier à regarder Top Chef et j'adore. Je suis Top Chef, ils ont des très très bonnes idées. C'est vraiment. Enfin franchement, moi j'adore regarder Top Chef, mais en tant que professionnel, on a un peu un œil différent parce qu'on voit, des fois on voit le gars se lancer dans un truc, on se dit oula, ça sent pas bon et au final effectivement, fallait pas faire ça, tu vois. T'as un œil un peu plus extérieur. Ouais. Mais ouais, non, mais l'émission en soi, moi, j'ai rien contre Top Chef. Hein. On a l'impression que je démonte un peu le programme, mais c'est dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent en cuisine pour Top Chef et c'est pas ça, tu vois. Mais l'émission en soi est très bien et je suis le premier à la regarder. Mais ouais, en termes de ressources, bah après, la meilleure ressource que je peux conseiller, bon, en ce moment, c'est pas facile, mais c'est d'aller au restaurant, en fait, c'est d'aller goûter des trucs, d'aller essayer de nouvelles choses, de pas toujours aller au même endroit, d'essayer même. Tu sais, on parle souvent de ça pour les différents domaines. On te dit, tu peux pas dire que t'aimes pas si t'essayes pas. Ouais. Bah, tu peux pas dire que t'aimes pas si tu goûtes pas. J'ai connu des gens qui me disent oh non mais j'aime pas telle préparation. Je dis mais t'as déjà goûté? Non mais j'aime pas. Bah non, c'est pas possible en fait. Si tu peux pas ne pas aimer si tu n'as pas goûté, donc au moins goûte. Dis-moi après t'aimes pas. Mais tu vois, la meilleure ressource ce serait d'aller goûter vraiment différentes techniques, différents chefs, différentes styles de restauration. Et après sinon en termes de livres, pour ceux qui débutent et qui voudraient vraiment se mettre un peu, même à titre amateur, se lancer, il y a le livre de Ferrandi qui est vachement bien fait, qui s'appelle, il est juste là, le grand cours de cuisine Ferrandi. Celui-là, il est vachement sympa. C'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin et il y a toutes les techniques de base en fait, toutes les découpes de base, toutes les sauces de base. C'est vraiment, bah, ça rejoint ton podcast. C'est vraiment les principes fondamentaux de la cuisine. C'est vraiment, si on veut un fondamental, ce serait ça. Et après, sinon, au-dessus de tout, il y a le livre de Auguste Escoffier. C'est le guide culinaire. Ouais, c'est le guide culinaire, il me semble, de nom. D'Auguste Escoffier. Et là, c'est vraiment la Bible, en fait. Ça veut dire que dans tous les concours, dans toutes les choses, quand on demande de faire une sauce avec une appellation particulière, la référence qu'on prend, c'est l'Escoffier. Ça veut dire que c'est un peu la Bible. Ça veut dire dès qu'on a un doute, on va voir dans l'Escoffier. Si dans un concours, on te dit fais une sauce telle, c'est pas la sauce que tu fais chez toi, c'est la sauce de l'Escoffier. Tu fais ce qu'il y a dedans et c'est la référence. C'est vraiment ça. Mais alors après, c'est un peu plus axé professionnel parce qu'il n'y a pas de recette détaillée en fait. C'est vraiment le nom des techniques avec les ingrédients. Mais il n'y a pas de recette. C'est vraiment pour les professionnels. Ça veut dire après, c'est à toi de te débrouiller à trouver comment tu fais ta sauce. C'est-à-dire, t'as tous les ingrédients, t'as plus ou moins les étapes, mais les très grosses lignes. Et basta. Alors, c'est tout. Alors, par contre, le livre de Ferrandi, là, le grand cours de cuisine, c'est imagé. Il y a des photos de chaque étape, de découpe de viande, de sauce, de comment certains desserts, tout ça. Il y a vraiment toutes les préparations de base dans ce livre. Et je trouve qu'il est bien fait. Pour apprendre et pour commencer, c'est un bon conseil, je pense. Bon, super, super. Donc, on n'a pas tout à fait fini, mais non. Non, en fait, non. Je reviens sur mon début de phrase. La question que je veux te poser là, je te la poserai vraiment à la fin. Voilà. Mais c'est juste que je vais pas réorganiser, mes questions, mais en fait. Moi, je réponds à toutes les questions, hein. Pas de. Oui, mais je préfère te la poser tout à fait à la fin. Comme tu sens. Donc, avant qu'on arrive à cette question finale, j'aimerais que donc tu nous as dit que tu avais un podcast. Tu peux nous en parler un petit peu, même si c'est pas forcément par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Bah après, on en avait parlé un peu vraiment brièvement en message avant de faire cet entretien. Mais je suis quelqu'un qui, à côté de tout ça, j'ai toujours eu une fibre un peu entrepreneuriale, un peu side project, quoi, business qu'on met à côté de son emploi principal. Et j'ai toujours aimé lancer des choses. J'ai commencé quand j'ai eu 18 ans, un peu après. J'avais créé un site internet, une page Instagram de conseils en paris sportifs où je vendais des analyses de paris sportifs, etc. Alors après, c'est un marché qui est vachement saturé parce qu'il y en a 12 millions qui prétendent l'être et tout ça. Enfin bon, bref. Au bout d'un an, j'ai fermé tout ça parce que ça prenait pas et puis ça me prenait beaucoup de temps pour pas grand chose. J'ai monté ensuite une auto-entreprise de photographie. Je me suis acheté un drone pendant le confinement
et je proposais des photos, vidéos promotionnelles un peu pour les gîtes, chambres d'hôtes, etc. Donc là, c'est encore ouvert, mais je pense que ça va se clôturer parce que les gens ont plus trop d'argent à consacrer à tout ça. Et pour finir, je me suis lancé là en février. On est en février 2021. Je me suis lancé là. Et ouais, mon podcast, il s'appelle Nouvel Objectif. J'ai pas vraiment de ligne directrice, tu vois. Je fais un peu les sujets que j'ai envie d'aborder. Alors, c'est un peu axé développement personnel et entrepreneuriat, majoritairement. Mais ouais, j'ai découvert ça en écoutant un peu des podcasts reconnus comme Le Gratin de Pauline Léniaud, L'Hippocampe de Fabien Olicard, etc. Et du coup, j'appréciais le fonctionnement, le nouveau média, un peu ce type de média où tu te concentres vraiment plus sur le fond des choses, où tu prends le temps d'écouter, que sur la forme où tu es absorbé par des images vidéo, des montages, etc. Alors, moi, je regarde les deux, hein, mais je trouve que le podcast, ça amène vraiment quelque chose de supplémentaire. Et j'ai eu peur de me lancer parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? J'ai 21 ans, tout ça. Tu sais pas vraiment. En fait, tu te rends compte que t'as des choses à dire. Et si toi, t'as pas forcément des choses à dire sur le sujet, tu peux interviewer, comme tu fais toi, des gens qui sont experts dans leur domaine. Et ça t'amène, en fait, cette connaissance que toi, t'as pas forcément sur tous les domaines, ce qui est normal. Et j'aime bien le concept et du coup je prends du plaisir à faire ça. Je prends du plaisir à écrire mes épisodes, à contacter des gens pour les inviter, pour tout ça. Et je découvre un peu comme un novice qui découvre quelque chose et j'adore ce truc de découvrir toujours des choses, mettre en place des projets, gérer les comptes Instagram, créer les sites internet, tout ça. D'être dans ce côté un peu entrepreneurial de la chose et d'aller vraiment dans le concret. Ça veut dire que on me dit oui, mais tu veux faire de la photo, t'as pas de diplôme en photo. Je dis mais je m'en fous. Si ça plaît aux gens, bah ça plaît aux gens. Si ça plaît pas aux gens, bah ça plaît pas aux gens. Alors il y en a qui ont des diplômes et qui font ça 1000 fois mieux que moi. Mais peut-être qu'il y a des choses où je me débrouillerais bien aussi. Et puis t'apprends sur le tas. Et je suis vachement dans ce truc du concret à apprendre au fur et à mesure. Et plus vite tu te lances, plus vite tu te plantes, plus vite t'apprends. Et franchement, enfin, j'étais anxieux à l'idée de publier mon premier épisode, de me lancer, tout ça. Mais au final, tu te dis, c'est quoi? C'est rien. Au pire, tu risques rien. Il y a personne qui t'écoute. T'as pas 1 million de personnes qui te suivent. Tu risques juste rien. Le seul risque que tu prends, c'est qu'un jour, ça fonctionne peut-être. Et si ça fonctionne pas, bah, t'auras appris comment gérer un podcast. Tu sais comment gérer du son. Tu sais maintenant comment tenir une interview. Tu sais faire plein de trucs. Et ma première truc de Paris sportif, je savais du coup comment créer un site internet. Donc, je l'ai remis en place sur mon entreprise de photo. Tout ce que j'ai fait sur mon entreprise de photo, à savoir la relation client et tout, ça m'aidait, le démarchage téléphonique, tout ça, ça m'aide aussi pour trouver des invités aujourd'hui dans le podcast. Et c'est tout un tas de trucs qui maintenant, je sais gérer aussi un compte Instagram, tu vois. Donc, c'est plein de trucs qui font qu'une expérience est toujours bonne à prendre. Et voilà, je pars du principe que si tu n'essayes pas, en fait, tu sais pas, ça rejoint ce qu'on disait. Si tu goûtes pas, tu peux pas dire que t'aimes pas. Et bah, essaye. Et puis, si ça plante, ça plante. Et puis voilà, tu vois, c'est pas grave. Il y a pas forcément de pression et d'attente sur ça, tu vois. Tu pars de zéro et au pire, tu restes à zéro. Au mieux, tu montes. Donc, il y a rien à perdre, en fait. Super. Voilà. Qu'est-ce que les auditeurs, ou éventuellement moi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ou qu'est-ce qu'on peut faire soit pour toi personnellement, soit autour de ton domaine. Donc on a un petit peu compris, hein, je vais parler un peu en ton nom peut-être, mais tu vas me dire si j'ai tort. Ouais. Quand ça sera possible de retourner au restaurant, je pense carrément, c'est la priorité parce que ça va être d'ailleurs, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, franchement, soutien à tout le monde. C'est pas facile, mais on espère que ça va passer. Et puis de toute façon, va bien falloir que ça reparte un jour. Et puis on va essayer de limiter la casse. Donc ouais, aller au restaurant, enfin, profiter au restaurant, donner de la force à tous les restaurateurs qu'on aime tant et qui sont en difficulté et en danger aujourd'hui. Et ouais, c'est important d'aller donner du soutien quand ça réouvre et puis d'aller profiter surtout en fait, parce que c'est pas un effort considérable que d'aller au restaurant si ce n'est financier, tu vois. Mais après voilà, aller au restaurant, on peut le faire et on peut le faire plus là quand ça va reprendre, quoi. Ouais. Tant que j'y pense, ça donne quoi à emporter, les livraisons et tout, ça se développe vraiment? Est-ce que tu penses que oui, est-ce que tu penses que ça tiendra et que ça sera quand même un plus pour la suite? Je suis pas sûr. Ça fait office de pansement. À la limite, pansement et encore pansement, vraiment petit pansement, quoi. Enfin, pour parler de chiffres très concrets, on va être dans le concret.
Le restaurant où je bossais, la brasserie, si tu faisais pas 5 000 € de chiffre d'affaires par jour, tu rentrais pas dans tes frais. Ouais. Donc ça veut dire si tu faisais une journée à 4 000 €, bah t'as beau avoir vendu pour 4 000 €, au final tu perds 1000 balles sur ta journée. Donc aujourd'hui, la vente à emporter, c'est bien. Déjà, il faut la logistique pour gérer ça. Donc tu es obligé de passer par des plateformes style Uber Eats, Deliveroo, tout ça, qui te prennent des commissions quand même impressionnantes. Mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'ils vivent aussi, donc tu peux pas leur jeter la pierre. C'est leur corps de métier de faire ça. Mais ouais, tu perds déjà une commission là-dessus. Derrière, au niveau du débit, c'est compliqué de s'organiser. Il faut une équipe qui est là, mais à moitié là, parce que tu sais pas trop comment tu vas bosser. C'est un truc qui est très aléatoire, la vente à emporter. C'est pas comme du passage. Il y a pas ce côté où s'il fait beau, tu sais que tu vas faire du monde. Ouais. S'il fait moins beau, tu vas faire un peu moins de monde. Tu vois, tu peux pas Les gens, quand ils sont chez eux, ils ont envie de commander, ils ont pas envie de commander. T'es tributaire un peu des programmes télé. S'il y a un match de foot, bah peut-être tu vas vendre plus de tels trucs. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit un truc qui soit viable au niveau tu peux pas faire la même chose que tu fais. Puis même en termes de gastronomie pure, il y a des choses qu'à emporter, c'est pas bon. Enfin, tu peux pas faire trop de trucs croustillants parce que ça arrive, c'est mou. Ouais. Tu peux pas faire certains plats en sauce parce que les contenants en carton ou en plastique, c'est relou le carton avec des sauces chaudes, c'est pas pratique. Faut faire des trucs que t'es sûr ça va arriver chaud parce que c'est pas évident qu'un plat il arrive chaud alors qu'il va se faire 15 minutes de scooter, tu vois. Donc c'est compliqué, puis c'est pas pareil, tu vois, t'as pas le contact avec les gens. Tu peux pas faire bosser les serveurs aussi, surtout. Ouais, ça c'est clair. Les serveurs, ils peuvent pas prendre leur scooter et aller livrer les gens, tu vois, c'est pas possible. Donc il y a un côté qui est bien parce que ça fait office de pansement et ça peut par la suite, pourquoi pas, être un plus à côté d'une activité classique, mais ça remplacera jamais ça. Puis après, à côté, il y a toutes les charges fixes. Ça veut dire que tu as un restaurant où tu vas payer un loyer à peut-être 8 000 € par mois, 10 000 € par mois, ou peu importe. Et si tu fais pas tes 150 couverts, c'est pas viable. Puis tu as toutes les charges qui incombent à ça. Ça veut dire que tu payes un loyer pour un restaurant qui fait, je dis une connerie, mais peut-être 100, 200 mètres carrés. Et au final, tu utilises que les 10 mètres carrés de la cuisine. Toute la salle, tu payes le loyer pour rien. En fait, si tu fais que du à emporter, tu pourrais avoir un local 20 fois plus petit, en fait, tu vois. Oui, voilà, mais ça peut s'imaginer, non? Ça peut s'imaginer, mais le problème, c'est que pour des restaurants qui sont déjà en place avec des carcasses de restaurants classiques, ce serait un nouveau truc à mettre à part. Et ça se fait d'ailleurs dans Paris. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui louaient juste une cuisine et qui fonctionnaient que à emporter, qui n'ont pas de salle de restaurant. Ouais, j'ai vu des concepts comme ça émerger un peu. Donc oui, je pense qu'il y a un business model à trouver, mais ça peut pas être celui d'un restaurant classique qui se transforme uniquement à emporter. Ça, c'est pas possible. Quand tu payes une surface de 100 mètres carrés, faut que tu utilises tes 100 mètres carrés. Si tu loues 100 mètres carrés 10 000 balles, il faut que tu rentabilises tes 100 mètres carrés parce que si c'est pour utiliser que 10 mètres carrés de la cuisine, loue seulement 10 mètres carrés, tu vas payer 20 fois moins cher et tu seras rentable. Mais avec des charges de restaurant classique, c'est pas possible de vivre que du à emporter. Bon, mais cette crise, on devrait en sortir un jour, espérons dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer que, comme tu disais, qu'il y ait ces concepts-là, juste une cuisine et après des livraisons, est-ce que ça, tu penses que ça peut se développer? Et autre point, est-ce que pour les restaurants plus classiques, ça peut quand même être un complément? Ou est-ce que tu penses que ça va s'arrêter? Alors déjà, les concepts qui sont complètement business model axés que sur le à emporter, s'il y a un système économique autour de ça qui fonctionne, ça peut fonctionner et ça va fonctionner. Parce que c'est fait pour ça, en fait. À partir du moment où ton concept est fait pour une clientèle et fait pour quelque chose, forcément, il y a de fortes chances que ça fonctionne parce que tu as étudié le projet en fonction de. Donc, il y a moyen que si tu te dis je fais que de la vente à emporter, tu auras un système économique qui va tenir la route. Et pour les restaurants traditionnels, ouais, ça peut être un complément et il y en a déjà qui le faisaient un peu. Mais moins avant cette pandémie, ça se faisait beaucoup moins. Mais il y avait des systèmes un peu à emporter déjà qui se faisaient, mais c'était vraiment très léger pour certains clients, généralement aussi des habitués, peut-être, pourquoi pas. Mais ça peut faire un plus. Après, c'est vrai que quand tu fais déjà ton restaurant complet, tu as l'équipe qui est en place pour faire un restaurant complet. Si derrière, tu rajoutes, je sais pas, 50 ou 100 commandes, est-ce que derrière, tu vas pas être obligé de réembaucher quelqu'un? Donc, est-ce que ce que tu vas perdre en réembauchant quelqu'un, est-ce que ça va rentrer? Tu vois, il y a toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Alors moi, je suis pas trop dans les chiffres des restaurants, mais est-ce que la vente à emporter peut subvenir à un salaire en plus? Je suis pas sûr. Ça peut être un complément, mais il faut pas que ça dépasse une certaine proportion. Parce que gérer une salle complète, plus du à emporter,
Derrière, il faut la logistique, il faut le personnel pour s'en occuper. Et est-ce que c'est plus rentable d'embaucher quelqu'un pour faire du emporté ou d'embaucher personne et de pas faire de emporté? Je sais pas. Ou alors de faire un peu de emporté avec l'équipe déjà en place. Après, ça rajoute une charge de travail, mais ça peut se... Il y a une réflexion à avoir dessus, pourquoi pas, mais faut trouver un système économique qui rentre. Surtout que là, tout ce qu'on voit depuis 1 an, alors le gouvernement est présent, hein, mais c'est du report de charge pour la majorité des choses. Donc, qui dit report, dit à un moment donné, va falloir y passer. Donc, on va avoir une période très compliquée parce que le problème, là, les restaurants, ils vont pas fermer maintenant parce que là, ils sont sous respirateur. Ils ont des aides qui permettent pour le moment. Mais le jour où tout va rouvrir, l'État, il va dire, bon, bah, c'est bon, c'est rouvert, vous avez plus besoin d'aide. Donc, du coup, ils vont stopper les aides. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tous les reports de charges qui vont tomber et l'activité qui démarrera certainement pas à 100%. On parle de les terrasses au début, puis après 30 ou 50% de capacité en intérieur et après la totalité. Sur toute cette période où on peut pas remplir pleinement le restaurant, bah, les charges, elles vont être pleines et le restaurant pas plein. Donc, va y avoir aussi un problème à ce niveau-là. Et c'est après, j'ai peur que la plupart des restaurants ferment. C'est quand on va stopper les aides et que ça va reprendre normalement. C'est là où je pense qu'il va y avoir de la casse et c'est là que ça va être dommageable. C'est pour ça que allez au restaurant si vous pouvez quand ça réouvrira. Ouais, c'est important. Bon, très bien. Donc ça c'est noté. Et est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Est-ce que c'est peut-être s'abonner à ton podcast? Est-ce que c'est qu'est-ce qui est-ce que tu as des envies plus égoïstes, plus personnelles? Bah plus perso, ouais. Moi j'ai le podcast, c'est sur Insta, c'est @nouvelle.objectif. Sur toutes les plateformes de podcast, il est disponible, Nouvel Objectif. Et après, moi j'ai mon compte Instagram perso, c'est clément.bdn. Ça c'est mon compte perso si vous voulez. Hésitez pas, ceux qui nous écoutent, si vous voulez venir discuter, que ce soit restauration ou que ce soit via mon podcast ou que ce soit n'importe quoi. Je réponds à tout le monde et je discute avec tout le monde avec plaisir. Bah voilà, c'est la question suivante. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut te parler du sujet de notre podcast aujourd'hui ou tes sujets à toi? Bah majoritairement sur Instagram, c'est là où je réponds à tout le monde. Ouais, Instagram c'est très bien, nouvelle.objectif et clément.bdn pour le perso. Ok. Et voilà, après moi je réponds à tout le monde, je discute. Si vous avez des idées de sujets de podcast, des idées de plats à tenter, de trucs, avec plaisir. Moi il y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Bon, mais c'est noté. On remettra de toute façon tout ça dans les notes d'épisode. Ouais. Je dis à la fin de l'épisode où on les retrouve. Bien. Je crois que. Alors, avant ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au sujet qu'on a abordé que t'aurais aimé dire et que j'ai pas posé la bonne question, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment oublié? Non, je pense pas qu'on ait fondamentalement oublié quelque chose. Après, à chaque fois, de toute façon, quand on va raccrocher, je vais me dire ah bah tiens, j'aurais bien dit ça, mais bon là, forcément, j'y penserai jamais maintenant. C'est pas grave. Mais oui, non, mais je pense qu'on a fait globalement le tour. Je pense que les gens, si toi déjà t'as compris un peu ce que c'était, je pense que les gens ont globalement une idée. Et ouais, non, je pense pas qu'on ait oublié fondamentalement quelque chose. Bon, très bien. Alors, dernière question. Est-ce qu'en une phrase, ou en tout cas très rapidement... Je m'y attendais parce que j'ai écouté les autres et je me suis dit, elle va tomber celle-là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne après t'avoir écouté parler de la restauration, voilà. En résumé, parce que on retient pas beaucoup de choses quand on écoute des longs discours. Donc, c'est vrai. Un résumé, quelque chose de spécifique. Quelque chose de spécifique en résumé. Déjà, la restauration, il faut bien retenir que c'est un métier passion, un métier où on essaye de transmettre des émotions aux gens. Voilà, ça c'est pour le côté vraiment très simplifié de la chose. Et il faut vraiment se dire que c'est quelque chose où on va chercher une émotion et une passion. Et ceux qui sont derrière, généralement, sont passionnés et font tout pour vous faire plaisir. Donc, ça sert à rien de critiquer méchamment, etc. Ouais, vraiment l'émotion. Et pour le côté un peu plus entrepreneurial aussi, oser en fait pour tout. Le truc à retenir vraiment, c'est oser, lancez-vous. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Osez tout ce qui peut être osé. Essayez d'y aller, foncez et voyez ce que ça donne. Et les restaurants, pareil, essayez tous les types de restaurants. Allez découvrir de nouvelles choses. N'ayez pas peur de pas aimer. Allez-y, foncez quoi. Bon, là, t'as bien résumé, je trouve, ton message global qui réunit la restauration et qui réunit ce dont tu parles dans ton podcast. Ouais. Donc, c'est super. Merci Clément.
Ben, avec plaisir, avec grand plaisir. C'était un Et puis, plaisir de pouvoir discuter de mon métier autre que le podcast, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup avec des gens du podcast, machin. Mais ouais, ça fait du bien de parler sur un podcast de mon métier de base, on va dire, la cuisine. Et c'est vrai que c'était intéressant comme échange. bon, et bah super, c'était top pour moi aussi. Donc je te dis à très bientôt. Et puis ben bonne chance dans ce milieu de la restauration qui est en difficulté en ce moment. C'est clair. Et je te souhaite de trouver aussi tes à côté, on va dire, et de trouver ce qui te parle le plus ailleurs et que ça se développe comme tu l'espères. Bah ouais, c'est cool. Bah, merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, surtout. Merci à tous ceux qui m'ont écouté pendant 1h40 maintenant. Et ouais, merci à tous. Et puis n'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez vraiment pas. Venez me parler. Il y a aucun problème. Voilà. Très bien. Et ben allez, on fait comme ça. À bientôt, Clément. Yes, à bientôt.